Bonsoir à tous les amis. Bonsoir à tous. Beaucoup de monde déjà ce soir. C'est parfait. Je vais juste baisser ça. Voilà. Bonsoir Domi, bonsoir Alexandre, bonsoir Stoyan. Merci d'être présents, les chercheurs d'or. Bonsoir Sonia. Bonsoir Lily. Bonsoir Jean-Frédéric. Bonsoir Anton. Il y a déjà du beau monde, hein. On est déjà pratiquement à 100 personnes. Là, ça vient juste d'être lancé. Donc merci à tous. J'espère que vous avez la forme. Bonsoir Matt, Patriote. J'ai pu regarder ce que tu m'as envoyé. J'en parlerai au prochain live. Bonsoir David. Bah voilà, on est déjà à plus de 100 personnes. Super. Bah, bonsoir Françoise. Merci à tous d'être présents ce soir. Merci de partager. Ça nous fait beaucoup de bien, tous les partages que vous faites. Ça nous fait toucher plus de monde et c'est ce qu'on veut. Bonsoir, bonsoir. Voilà, beaucoup de monde. Ça fait plaisir. Bonsoir d'Alsace. Super. Bonsoir Corinne. Ok, et bah écoutez, on va pouvoir commencer. Merci à ceux qui ont partagé, ça fait plaisir. Je tiens avant de commencer donc à remercier donc les chercheurs d'or donc pour leur travail quotidien, pour trouver les informations que je vous partage, pour aussi être présent ce soir avec Stoyan et Dubosc. Et puis il y a Stoyan et qui ce soir encore? Et Anton qui sont là ce soir pour la modération. Merci à vous. Merci à tous ceux qui font des dons pour se réveiller, s'informer, pour la chaîne, ça nous fait beaucoup, beaucoup de bien aussi. Ça nous permet en fait de vous proposer toujours des nouvelles intéressantes, factuelles, vérifiables. Et puis voilà, je pense qu'on va pouvoir y aller. Tout est dit. Eh bien, écoutez, on commence. On commence avec donc les manifestations. Donc, qui ont eu lieu le 11 septembre, donc avec un appel à manifester à Paris. Donc là, spécialement, d'habitude, je vous mets la vidéo un peu de toutes les manifs. Là, je vous mettrai juste celle de Paris, puisque c'était le Rassemblement national, même s'il y a eu beaucoup de rassemblements quand même en province. En tout cas, il y avait énormément de monde à Paris. Bon, encore une fois, les chiffres ont été vraiment poussés vers le bas, mais vraiment énormément de monde. À Paris, là, il y avait 3 manifestations distinctes et elles étaient très 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 chargées. Donc c'est parti, je vous laisse avec la petite vidéo pour commencer tranquillement. Pour un monde meilleur, même si là on ne peut pas mourir. On est où? Pour un monde meilleur, même si là on ne peut pas mourir. On est là. Et moi, je dois dire que j'ai des frissons d'entendre ce chant des gilets jaunes. Parce que voilà, les gilets jaunes sont pas morts. L'âme est toujours là. Les gens qui ont manifesté sont toujours là. Et ça fait tellement plaisir de voir que des mois après, il y a encore des gens qui rappellent ce chant, qui rappellent ce mouvement. Et ça fait vraiment plaisir. Soir Paris-Ambre. Voilà, c'était vraiment une grosse manifestation. Il y a eu une vidéo aussi qui a été tournée, j'aurais pu vous la mettre. Une vidéo un peu en vue aérienne et qui faisait le tour en fait et qui allait à contresens des manifestants et on se rendait compte de la foule gigantesque que c'était. Et voilà, il y avait manif des Gilets jaunes, manif de Florian Philippot et je crois qu'il y en avait encore une troisième qui était prévue dans Paris. Donc voilà, vraiment beaucoup de monde. Il faut continuer, ça fait quand même du bien. Alors par contre, on a vu quelque chose de nouveau, enfin de nouveau. Pour ceux qui ont suivi tout ce qui s'était passé avec les Gilets jaunes, c'est pas vraiment nouveau, mais nouveau pour les manifestations anti-pass. Donc il y a eu un groupe indéterminé qui a attaqué la manifestation à Toulouse, donc la manifestation anti-pass. Et donc Didier Maisto qui pose la question, qui a très bien suivi ce qui s'était passé avec les Gilets jaunes, et il dit ce serait intéressant de savoir quel est ce groupe indéterminé, et surtout pourquoi est-ce que des groupes si peu nombreux arrivent à rentrer dans une manifestation avec des intentions clairement hostiles. Ils arrivent avec des bâtons, ils arrivent avec ils arrivent clairement pour en découdre et pas du tout pour manifester, mais ce groupe-là arrive à rentrer dans la manifestation. Donc bien sûr, c'est des stratégies qui sont utilisées et qui ont été utilisées par le gouvernement durant le mouvement des Gilets jaunes. À un moment donné, quand les manifestations sont trop pacifiques, qu'il y a trop de monde, eh bien on utilise des groupes qui vont venir semer un petit peu la discorde, le chaos, et qui vont venir discréditer le mouvement. Donc je vous laisse avec cette petite vidéo si vous ne l'aviez pas vue.
Alors moi, je pense que c'est un avertissement pour ce qui risque de se passer, à Paris. Donc j'espère que ça se passera pas, mais il y a quand même beaucoup de raisons de penser que ça risque de se passer, puisque les manifestations restent très pacifiques dans leur grande majorité. Et on a de nouveau donc des éléments perturbateurs qui viennent saccager un petit peu les manifs et qui viennent vraiment juste pour taper, juste pour la casse. Ils ont aucune revendication, on sait même pas. C'est quand même très très troublant ce qui s'est passé à Toulouse, et attention à ce qui risque de se passer dans d'autres manifestations, dans d'autres villes. Ils essayent de faire en sorte que les gens aient peur de se rendre dans les manifestations, de montrer qu'il n'y a pas de sécurité. Et du coup, d'enlever, en fait, parce qu'ils savent très bien en fait que c'est des familles qui sont en train de se mettre en mouvement dans les manifestations. Et il y a même des journalistes assez honnêtes qui l'ont dit, hein, c'est des familles classiques qui ont même leurs enfants. Sauf que s'il y a ça, les familles avec leurs enfants, elles viendront plus. Donc voilà tout le côté important du côté pacifique. Alexis Cossette aussi en a reparlé, hein, du pacifisme. J'aurais pu vous mettre un extrait, mais je vous mettrai un petit extrait d'Alexis de Radio-Québec en fin de vidéo concernant les États-Unis. Allez, un chercheur de l'Institut Pasteur qui sort en fin de son silence. On sait que de vacciner de plus en plus de monde probablement va faire naître d'autres variants résistants à la réponse immunitaire. Voilà. Donc cette vidéo, elle date un petit peu de quelques semaines, d'une semaine. Voilà. C'est juste que j'avais oublié de la mettre dans le dernier live, donc je vous laisse avec cette vidéo magique. On sait que de vacciner de plus en plus de monde va probablement faire... Je vais juste remettre ça. On sait que de vacciner de plus en plus de monde va probablement faire naître d'autres variants résistants aux réponses immunitaires. On sait que de... Pourquoi est-ce qu'on vaccine, du coup, si on suit ce que nous dit ce monsieur? De vacciner, ça va créer de nouveaux variants. Bon, c'est pas le premier qui le dit, hein. Et si je dis pas de bêtises, Didier Raoult l'avait évoqué, et même d'autres médecins l'avaient déjà évoqué, et surtout des médecins étrangers qui l'ont constaté. Allez, on continue avec donc la bataille donc concernant les soignants. Donc tout d'abord aux Antilles, donc la victoire au niveau des Antilles, puisque Olivier Véran a repoussé la vaccination obligatoire chez les soignants. Voilà. Néanmoins, aux Antilles, la date butoir a été repoussée à la fin de la 4e vague, puisqu'apparemment nous sommes en 4e vague. J'ai passé les 2 derniers lives, dont le dernier qui a été censuré, à vous montrer qu'il n'y a pas de 4e vague, juste en tapant sur Google chiffres Covid France. Et on regarde le nombre de décès, il n'y a pas de 4e vague, donc je ne sais pas quand est-ce que ce sera du coup, pour cette obligation. En tout cas, on nous dit que les syndicats des soignants aux Antilles sont vent debout contre le principe de l'obligation vaccinale dans leur profession. Et donc, au regard du faible taux de vaccination en Martinique et en Guadeloupe, la date butoir du 15 septembre paraissait inatteignable, une réalité qui s'est imposée au gouvernement. Donc là, on vient nous expliquer que le gouvernement s'était fixé un objectif trop dur aux Antilles et que ça n'aurait pas pu être réalisable, et que du coup, il repousse parce que l'objectif était trop ambitieux. Voilà, donc c'est pas du tout à cause des manifestations, pas du tout à cause donc de toutes les organisations syndicales là qui se battent aux Antilles, contrairement aux organisations syndicales en France, en métropole, qui sont complètement absentes. Mais aux Antilles, apparemment, ça bouge pas mal, et puis surtout la population qui est présente. Donc on nous dit que c'est pas du tout à cause de la mobilisation, c'est parce que le gouvernement s'était fixé un objectif un peu trop grand. Oui, on va les croire, bien entendu. Ils veulent surtout pas avouer leur défaite, parce que s'ils avouent leur défaite aux Antilles, ils laissent clairement la possibilité à ce que ça soit la même chose en métropole. Donc bien sûr que ça va être la même chose, c'est-à-dire que s'il y a un nombre croissant et s'il y a un grand nombre de soignants qui ne se fait pas vacciner, le gouvernement risque de devoir prolonger, repousser à une date ultérieure, et pendant le temps jusqu'à cette date ultérieure, de continuer le matraquage, d'essayer de pousser et de menacer les gens pour que encore une partie plus inférieure arrivée à cette date butoir ne soit pas vaccinée, pour qu'au final il reste pratiquement plus personne, et puis qu'ils puissent aller au bout. Sauf que ça se bat beaucoup, on va le voir juste après. En tout cas, dans le Haut-Rhin, donc grève illimitée au centre hospitalier de Rouffach. Il y a aussi, on vient de me le dire juste avant le live, qu'à Strasbourg aussi, il y avait un petit rassemblement je crois de soignants et peut-être même de pompiers, si je dis pas de bêtises. Donc ça est arrivé là aujourd'hui, il me semble. Donc parmi les revendications de l'intersyndicale, donc la diminution et la suroccupation des lits, le sous-effectif en personnel et la surcharge de travail. Les moyens sont toujours insuffisants au niveau du terrain
Et encore, donc ils manifestent aussi contre la suppression sans salaire des professionnels non vaccinés, rapporte Actu Haut-Rhin. Voilà, donc des grèves donc, qui apparaissent donc à Rouffach. On a vu que les grèves en Guyane avaient beaucoup fonctionné, hein. En tout cas, ça avait poussé le gouvernement à faire marche arrière. Et puis, juste que je les ai mis les 300 000, ouais, ils sont juste après, ok. Juste avant de parler des soignants, des 300 000 soignants, alors une borne capable de détecter le Covid sans contact en moins de 2 minutes et avec un taux de fiabilité de 94%. J'adore les médias qui ne se posent aucune question sur les chiffres que les entreprises peuvent donner. Donc les entreprises pharmaceutiques qui annoncent des chiffres pour l'efficacité des vaccins, dont on sait maintenant que c'était pas des bons chiffres. Et puis là, les bornes donc, qui arrivent et qui ont eu un taux de fiabilité de 94%, il n'y a pas de problème, quoi. On se pose même pas la question, est-ce que c'est vraiment 94%? Non, pourquoi? Parce que ça va dans leur sens, parce que on va sur une société de plus en plus inhumaine, avec la reconnaissance faciale, l'identité numérique. Vous pouvez regarder les vidéos de Radio-Québec qu'on a traitées il y a quelques mois là, de tout ça. Il en parle très très bien. Et donc bien entendu, nous on en parle aussi avec donc ce copiage, hein. On copie clairement le modèle chinois et on l'incorpore en France. Donc je vous laisse avec cette petite vidéo de Telsi. Il est presque 6h25 sur LCI, on en parlait il y a quelques instants. Mathieu, quelque chose a retenu ton attention. Un détecteur de Covid, c'est quoi ? Eh bien, aujourd'hui, direction l'Allemagne, le Salon international de l'automobile de Munich, pas pour vous présenter une voiture, non, mais bel et bien ce détecteur de Covid. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une machine développée par l'équipementier automobile Valeo pour détecter les personnes positives à la Covid-19 et tout cela en moins de 2 minutes. C'est très simple d'utilisation selon Valeo. C'est comme un photomaton. On s'installe devant, on répond à quelques questions au préalable, hein, comme si on allait faire un test PCR. Est-ce qu'on tousse ? Est-ce qu'on a de la fièvre ? Est-ce qu'on a le nez qui coule ? Etc. Et la machine analyse grâce à plusieurs capteurs votre âge, votre température, votre rythme cardiaque, votre respiration et 2 minutes plus tard, vous avez le résultat pour savoir si vous êtes positif. Ça remplace un test. Alors, non, surtout pas, ça remplace pas un test. Vous avez vu toutes les choses que ça vient mesurer. Donc en fait, le test, c'est une partie des potentialités de ce robot, de cette borne. Ce qui veut dire que quoi ? Ce qui veut dire que cette borne, est-ce qu'elle va être utilisée juste pour le Covid ? Non, elle va pouvoir être utilisée ensuite pour la grippe, pour n'importe quelle maladie. Et bien sûr, imaginez pourquoi est-ce que des grosses entreprises se lanceraient dans des machines comme celle-ci, si c'était juste pour quelques semaines ou juste pour quelques mois. Quelles entreprises font ça juste pour quelques semaines ou quelques mois ? Ils le font parce qu'ils savent très bien, ils ont des garanties comme quoi ça va durer et comme quoi tout ça, ça va être le futur tout simplement. Donc on pousse vers ça et c'est très 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 grave. Je vous laisse avec la fin. En fait. Ça remplace un test, c'est comme ça. Cela servirait pour aller où ? Ça servirait pour aller dans plusieurs endroits, là où par exemple aujourd'hui le pass sanitaire est nécessaire, les gares, les salles de concert, les aéroports et pourquoi pas les centres commerciaux. Et selon Valeo, ce système est assez fiable, on parle de 94% d'efficacité, très proche donc de la fiabilité d'un test PCR où on est aux alentours de 98% si le test est bien réalisé, et on est tout de même c'est plus élevé encore que le test salivaire où c'est aux alentours de 80%. Mais Mathieu, est-ce que c'est homologué ? Eh bien non, là c'est là où le bas blesse, c'est que ce n'est toujours pas homologué. Déception pour ceux qui se disent que le test PCR ce sera bientôt terminé, mais ce produit est toujours en phase de test, notamment dans plusieurs hôpitaux dans le monde, en France, en Tunisie ou en Israël. Il devrait y avoir une mise sur le marché d'ici 1 an, mais d'ici 1 an on espère tout de même que la... Donc plus de tests, voilà, c'est ça. En fait à chaque fois, hein, on veut vous faire croire, on vous enlève quelque chose, mais en fait vous en prenez encore plus dans la gueule que ce que vous aviez avant. C'est-à-dire que là, vous vous faites tester. Alors c'est pas le test PCR, mais vous faites quand même tester. Vous avez la reconnaissance faciale, les capteurs qui viennent regarder plein d'autres choses que juste le test PCR. Donc en fait ils vous font croire à chaque fois, regardez, on a trouvé une solution, mais en fait la solution elle est 3 fois pire que ce que vous aviez avant, quoi. Donc c'est hallucinant. Bon, je vais pas continuer là-dessus parce que c'est un peu
ça commence à énerver un peu les gens, et ça m'énerve aussi. Donc, allez, bientôt 200 personnes, on est 198 en direct, merci beaucoup, n'hésitez pas à partager, ça fait plaisir. Alors, je refuse qu'on nous mette le calibre sous la tempe. Ah bah, j'ai perdu mon surlignage pile pour l'article que je voulais, bon bah tant pis. 300 000 soignants non vaccinés à J-7 de l'obligation, donc c'est un article du 08-09. Et donc, c'est aujourd'hui le 15 septembre, donc le personnel soignant doit justifier d'au moins une dose pour pouvoir travailler. Sinon, ils vont pouvoir être suspendus sans rémunération. Ça pose aucun problème aux journalistes de se dire qu'on peut virer des soignants en pleine pandémie et les menacer donc d'être suspendus, de ne plus avoir de rémunération s'ils ne sont pas vaccinés. Donc on nous dit, alors voilà, j'ai perdu tous mes surlignages, donc je suis désolé, je vais galérer un petit peu plus. Où est-ce que j'avais surligné, moi? Voilà, donc le gouvernement qui tend vers la pédagogie, qui essaye d'expliquer aux soignants que c'est dans leur intérêt. En tout cas, voilà, ça ne passe pas. Je refuse donc qu'on nous mette le calibre sous la tempe. Il passe 2, 3, 4 fois dans la journée pour dire que pour le vaccin, c'est avant le 15 septembre. Je dis oui, qu'on le sait, mais menace pour menace. Comme je leur ai dit, moi, personnellement, je n'ai rien à perdre, parce qu'on n'a rien à perdre, ce serait un peu bizarre. Voilà, donc en tout cas, bravo, chapeau aux soignants, aux 300 000 soignants qui résistent, qui font actuellement le bras de fer. Je pense qu'on peut tous les remercier, ces 300 000 soignants. Il y en a beaucoup qui témoignent sur Twitter de dire, voilà, c'est mon dernier jour peut-être, etc. Là, c'est le flou. C'est le flou, et on va voir juste après. C'est le flou, et c'est vrai qu'ils ont un courage qui est assez exemplaire, assez immense, ces soignants, parce que c'est les premiers. C'est le premier corps de métier qui est attaqué, et comme on l'a déjà vu, déjà expliqué, et vous vous en doutez très clairement, une fois que les soignants seront passés à la casserole, ce sera le tour des enseignants. Une fois que ce sera le tour des enseignants, ce sera le tour de toutes les personnes qui reçoivent du public. Et puis, une fois qu'on aura fait 3, 4, 5 professions, plus déjà toutes les personnes qui sont vaccinées, on pourra dire qu'il reste que des fous qui ne sont pas fait vacciner. Du coup, on pourra forcer pour les derniers, ça passera au niveau de l'opinion publique. Donc, bien sûr que chaque bataille est importante, et la bataille des soignants est la première et la plus importante. Donc, franchement, bravo aux soignants, n'hésitez pas à les soutenir, n'hésitez pas à retweeter leurs messages, à les aider si vous en êtes capable. Mais en tout cas, voilà, grosse pression des soignants sur le gouvernement, puisque c'est ce que j'ai expliqué dans un tweet. Le fait qu'ils soient aussi nombreux non vaccinés encore, c'est super, parce que si vous voulez, le gouvernement a deux choix. Bon, je pense qu'il y en a d'autres, mais deux choix qui paraissent évidents. C'est soit ils virent ces 300 000 soignants qui sont non vaccinés, mais je veux dire, ça va être un tollé médiatique. Alors, pas médiatique, parce que les médias vont soutenir ça, mais je veux dire, ça va être un tollé, surtout sur les réseaux sociaux. Les gens vont dire c'est complètement fou. Et surtout, il reviendra à admettre qu'on n'est pas dans une pandémie, qu'on n'est pas dans une catastrophe, on n'est pas en guerre, on n'est pas avec la peste noire, puisque vous pouvez pas virer 300 000 soignants pour un motif, alors que vous êtes déjà en manque de personnel soignant dans les hôpitaux. C'est complètement fou. Et sinon, ils font comme ce qu'ils ont fait aux Antilles, c'est-à-dire qu'ils repoussent la date, et donc ils reculent. Et s'ils commencent à reculer une deuxième fois, ça va commencer à faire mal, et les gens qui manifestent contre le pass sanitaire, ça va leur donner encore plus de motivation, parce qu'ils vont se dire, si le gouvernement est en train de reculer sur la vaccination obligatoire pour les soignants, il peut reculer sur le pass sanitaire. Donc là, c'est clairement engagé sur un combat, c'est le bras de fer actuellement. Et donc, il y a cet article du Réseau international qui nous dit « Obligation vaccinale, le Sénat confirme que le décret d'application n'est pas paru ». Donc on nous dit que, alors que les médias rabâchent en boucle donc que les soignants et d'autres doivent se faire vacciner, que les ARS rappellent cette obligation par courrier, le Sénat confirme que le décret est en attente de publication. En clair, tant que le décret n'est pas publié, l'obligation vaccinale n'est que propagande mensongère, et nul n'a l'obligation de se faire vacciner, sinon par son propre choix. Donc là, on va voir, je pense que dans la soirée, et puis demain, ce que va décider le gouvernement, s'ils vont prendre une décision très rapidement. Je pense qu'ils vont devoir prendre une décision rapidement. Quel choix ils vont faire? Est-ce qu'ils vont repousser la date? Est-ce qu'ils vont suspendre ces 300 000 soignants? Ou est-ce qu'ils vont jouer une autre carte? C'est la question. On va suivre ça de très très près. En tout cas, gros soutien au personnel soignant. Alors, je voulais vous parler de ça. Donc, autodafé en Ontario. Donc, on commence par brûler les livres, on finit par les personnes. Donc, ça, c'est une citation d'un philosophe, je crois. Enfin, on y reviendra tout à l'heure parce que c'est écrit dans l'article.
Le 10 mai, donc en fait, ils font quelques petits liens par rapport à l'histoire, hein. Comme vous le savez, on s'intéresse aussi sur Se réveiller, s'informer à beaucoup à l'histoire, c'est ce qu'on a dit la dernière fois, l'histoire, c'est une répétition et tout ce qu'on a pu voir dans le passé se répète inéluctablement. Et les leçons qu'on a eues dans le passé nous permettent aussi d'entrevoir l'avenir. Donc c'est très très important d'avoir une connaissance fine de l'histoire, et c'est justement pour ça qu'il s'attaque énormément à l'histoire. On avait vu la dernière fois qu'il s'attaquait à l'histoire de la résistance française et aux déportés durant la Seconde Guerre mondiale en fermant des musées. C'est la priorité actuellement en France, hein. Et puis maintenant, on est en train de brûler des livres. Donc on va faire le rapport avec Hitler et puis le feu de joie, hein, qu'il y avait eu, où ils avaient brûlé énormément de livres et d'ouvrages. On a eu aussi en Afghanistan, avec les talibans, qui avaient brûlé 55 000 volumes de la plus belle bibliothèque publique d'Afghanistan. On a eu ça dans pas mal d'endroits. Et donc, si en Occident, on pensait que cela n'arriverait plus jamais, eh bien, en fait, actuellement, on a une civilisation qui a cessé de croire en elle-même, dénigrant sans cesse ses valeurs qu'elle ne veut plus défendre. La culture qui nous a été transmise depuis l'Antiquité est de plus en plus violemment rejetée. Ce rejet, qui ne s'exprimait que par des mots il y a encore une dizaine d'années, a fait depuis sa place à des actes de violence menés par des activistes animés par la haine de soi culturelle. L'affaire de l'auto-da-fé dans le sud-ouest de l'Ontario est tout à fait significative de ces nouvelles actions de destruction du patrimoine culturel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un conseil scolaire composé de personnes qui se réclament de la cancel culture, hein, donc ceux qui veulent détruire l'héritage que l'on a, hein, ceux qui vont regarder dans l'histoire, dans le passé, et qui vont ne se focaliser que sur les choses négatives, et qui vont se permettre, en partant de ce point de vue-là, de tout supprimer, en fait, hein, d'enlever tout. Alors que oui, bien sûr, il y a des choses qu'on a mal fait, et on doit le reconnaître, mais il y a aussi des choses qu'on a bien faites. Et là, c'est dans l'extrême. Et donc, ils ont décidé de brûler 5000 livres de jeunesse parlant des autochtones. Et donc, en fait, ils nous ont dit, donc c'est des bandes dessinées, des romans et des encyclopédies considérées comme un symbole puissant de l'intolérance occidentale, et donc qui ont fini dans des feux de joie. Et donc, se présentant comme la gardienne du savoir, nous voilà rassurés, Suzy Kies, donc également auteur de la vidéo de cette ode au Tafé, explique sur quels critères les choix des livres à détruire se sont opérés. Donc en fait, il y avait des personnages autochtones qui n'étaient pas fiables, qui étaient paresseux, qui étaient ivrognes, qui étaient stupides, nous explique celle qui entend protéger les jeunes de ce genre d'image. On comprend bien l'idéal de pureté qui habite cette dame et tous ceux qui ont approuvé ces actes. Comme dans les pires régimes totalitaires, elle ne supporte pas les personnes atteintes d'un handicap et exalte les valeurs positives. Et donc, comme le disait le grand humaniste, donc c'est pas un philosophe, un humaniste hollandais, Erasme, on commence par brûler les livres, on finit par brûler les personnes, on finit par les personnes. Donc si ce genre d'idée venait à se répandre, c'est toute la culture occidentale qui pourrait y passer, mais cette furieuse passion d'interdire ou de détruire fait déjà son chemin depuis quelque temps. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec sous la présidence Trump qui a été confronté à des groupuscules qui voulaient détruire des monuments historiques aux États-Unis. On l'a vu aussi, hein, le débat s'est aussi lancé aussi en France. Et donc, entre les pièces de théâtre empêchées, les tableaux enlevés, les statues détruites, ces dernières années ont été marquées par des actes d'une violence inouïe. Donc voilà, on veut détruire notre histoire, puisque sans l'histoire, eh bien, on est plus fragile, on est plus fragile tout simplement par rapport à ceux qui souhaitent nous asservir. Voilà, donc très bel article de François qui parle de cette auto-da-fé en Ontario. On continue avec les horreurs, donc on brûle des livres qui sont dits dénigrant notre culture. Et puis à côté de ça, eh bien voilà les nouveaux livres que l'on sort donc et que l'on propose à nos enfants. Donc livre d'histoire-géographie de 6e. Voilà les livres que l'on va proposer et la grille que l'on va proposer donc à nos enfants, et puis même aux générations d'après qui n'auront pas connu cette époque-là, qui n'auront pas connu le coronavirus. Eh bien eux, voilà la manière dont on va leur présenter les choses. Coronavirus et confinement, je comprends ce qu'est l'intérêt général. Problématique, comment certaines libertés peuvent-elles être suspendues au nom de l'intérêt général? On ne se pose même pas la question de est-ce que c'est bien de supprimer des libertés au nom de l'intérêt général?
Et dans quelle mesure, et est-ce qu'il ne faudrait pas aller trop loin? Non, on ne se pose même pas ces questions-là. On dit comment on fait pour les supprimer? Comment on fait pour les suspendre? En fait, on se met à la place du gouvernement tyrannique qui est en place aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour suspendre ça au nom de l'intérêt général? Et alors le pire, c'est qu'on a donc la mise en place du confinement, on a des témoignages. Écoutez bien ce témoignage. J'apprécie d'avoir mes parents à la maison, car désormais, ils prennent plus le temps de parler avec moi, de m'aider pour mes devoirs, alors qu'avant, ils étaient accaparés par leur travail. Voilà comment on va décrire cette période. On va décrire que le confinement a été bien vécu et a été une chose bénéfique pour nos enfants. Comment est-ce qu'on peut écrire ça? Je veux dire, nous on a passé, je pense qu'au moins un live ou au moins un live sur deux, donc toutes les 2 semaines au minimum, je passais un article d'un média mainstream qui parlait des répercussions psychologiques, des détresses des enfants suite au confinement, suite au port du masque, suite à toutes les restrictions de liberté. Malgré tout ça qui est du factuel, on vient nous mettre dans nos livres d'histoire pour nos enfants que ce confinement a été bien vécu. Voilà, c'est juste hallucinant. On a aussi, on leur montre les contrôles, et surtout, regardez, c'est encore une fois, on vient défendre le gouvernement. On vient dire, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Ce que ne peuvent pas faire les forces de l'ordre. Voilà le titre, ce que ne peuvent pas faire les forces de l'ordre. On ne nous dit pas quelle liberté ils nous enlèvent. On nous dit, vous inquiétez pas, ils peuvent pas faire ça, ça, ça et ça. C'est une défense. C'est une défense du gouvernement. C'est juste hallucinant. Allez, j'essaie d'avancer parce que j'ai l'impression que je parle beaucoup. Allez, Michel Barnier. Donc, Michel Barnier qui vient de faire une sortie extravagante. Donc, il nous dit « L'Élysée vaut bien un Frexit ». En donnant à sa campagne présidentielle des accents souverainistes, le négociateur du Brexit envoie un signal désastreux qui fera le miel des contenteurs de l'Europe. Ça, c'est un article qui, déjà, on le sent dès le titre et dès l'entame, qu'on va être neutre, que Libération va être neutre, sur cette déclaration de Michel Barnier. Donc Michel Barnier, jusque-là, c'était le symbole de l'européiste suprême, de celui qui croyait à l'Europe, qui la défendait, donc il était très bien vu par les médias. Et là, il se fait démonter. Il se fait démonter donc par Libération. Mais regardez à quel point il n'y a même pas de contre-argument. Il vient de dire qu'il est contre l'Europe, c'est devenu un ennemi. Donc regardez comment Libération parle. Michel Barnier démontre qu'il est bel et bien un homme sans conviction. Déjà, ça commence bien. Mu seulement par son insatiable appétit de pouvoir. Alors, je tiens juste à dire à Libération que si nous, citoyens lambda, on dit que les hommes politiques, ce sont des hommes qui sont sans conviction et qui ont simplement un appétit de pouvoir et qui sont corrompus, on dit qu'on est des complotistes. Par contre, si c'est Libération qui veut taper sur un politicien qui vient de dire que l'Europe n'était pas la solution, eh bien là, on peut dire ce genre d'argument. C'est magique. Donc celui qui fut 2 fois commissaire européen, ministre des Affaires étrangères, chargé de mener la bataille désespérée du traité constitutionnel européen ou encore négociateur du Brexit, celui qui proclamait sans cesse son indéfectible foi européenne, se découvre souverainiste à l'occasion de son retour sur la scène politique hexagonale où il ambitionne d'obtenir l'investiture LR pour la présidentielle, au point de caresser l'idée d'un Frexit qui ne dit pas son nom. Donc voilà, ce monsieur qui était un commissaire européen, ministre des Affaires étrangères, qui a passé vraiment tout son temps à défendre l'Europe, eh bien qui a fait plusieurs déclarations en disant que en fait ils se sont trompés. Ils se sont trompés, l'Europe n'est pas la solution. Et donc là, tous les médias qui se jettent dessus en disant que c'est une personne qui retourne sa veste. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fond parce que je ne crois pas que Michel Barnier est tout d'un coup devenu quelqu'un qui veut défendre nos intérêts. Hein. Je suis d'accord avec ce que dit Libération, c'est juste que je mets en lien ce double discours de Libération, donc qui eux peuvent décrire un politicien comme quelqu'un qui n'a pas de conviction, qui est juste là pour le pouvoir. Par contre, c'est nous qui le disons, on est des complotistes de penser ça, de penser qu'il y aurait des personnes qui sont là que pour leur intérêt. Bien sûr qu'il retourne sa veste, il suit le sens du vent, mais pourquoi je vous en parle? Parce que c'est super intéressant. Ça veut dire que le vent tourne. S'il est obligé de retourner sa veste et de prendre le parti du Frexit, c'est que le vent tourne. C'est qu'il sait qu'il y a une majorité, je pense, à l'heure actuelle, qu'il y a une majorité, ou du moins qu'il y a pratiquement 50-50 de personnes qui souhaitent quitter l'Union européenne. D'accord? Donc ça veut dire que
en termes d'opinion publique, être pour le Frexit va devenir de moins en moins marginal, puisque de plus en plus de personnes pensent que ça doit être, c'est une des solutions. Donc, ce qui veut dire que on a bien vu. Allez, et d'ailleurs, parlons de l'Europe et là, clairement de l'euro. Donc, j'ai encore perdu mes sous-titres ici, super. Donc, on nous dit la France est plombée par son déficit commercial alors que l'Allemagne exporte à tout va. Donc, le dernier excédent commercial français remonte à 18 ans. Depuis cet âge d'or du commerce extérieur français, le cumul des déficits annuels atteint, écoutez bien, 902 milliards d'euros, dénonce notre chroniqueur Marc Toiti, économiste et président du cabinet. Je vous laisse la suite. J'ai perdu mes surlignages, ça c'est vraiment bête là, il devait y être. Voilà, le consensus bien pensant a beau dire que tout va bien dans notre douce France, la réalité des chiffres est bien différente. Après la piètre croissance du deuxième trimestre 2021, puis la baisse des indicateurs avancés, sans oublier la chute de la consommation des ménages en juillet, c'est au tour du solde commercial de venir mettre les pendules à l'heure. Et pour cause, en juillet, le déficit commercial s'est de nouveau creusé. Et donc, si le sommet historique des 69,9 milliards d'euros atteint en avril dernier n'a pas été dépassé, ces résultats confirment néanmoins que le déficit commercial français de l'année 2021 sera vraisemblablement un record absolu. Pour vous donner un exemple, pour les nostalgiques, rappelons que le dernier excédent commercial français remonte à 2003 avec 1,3 milliard. En 2003. L'euro, c'est 2002 pour nous. On est passé à l'euro en 2002, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, pendant ces périodes-là, on avait un excédent commercial d'1,3 milliard d'euros. Aujourd'hui, on est en excédent, on est en déficit et on a atteint des déficits annuels. Le cumul des déficits annuels atteint 902 milliards d'euros. Et en plus, Capital nous le dit. Capital nous le dit à un endroit, il faut que je retrouve du coup. Alors, ils font la comparaison avec l'Allemagne, puisque l'Allemagne, elle continue d'avoir des excédents commerciaux de 17,9 milliards d'euros en juillet 2021, quand même. Et en fait, on nous le dit. On nous le dit, un euro trop fort. L'euro est trop fort actuellement. Et vous pouvez voir des conférences qui en parlent très bien, notamment Asselineau qui parle de l'euro très très bien. Il nous dit que l'euro actuellement est trop fort pour la France et que c'est à cause de ça, donc du coup, qu'on a ces déficits. Mais on est à la ramasse. C'est-à-dire que là, alors par rapport à l'Allemagne, il y a clairement pas match, mais le pire, c'est que le comparatif fait mal par rapport même aux autres pays européens. Où est-ce que c'est ? Voilà, c'est ici. Le plus dramatique est qu'en matière de commerce extérieur, la France n'est pas seulement à la traîne de l'Allemagne, elle est aussi loin derrière de nombreux pays européens. Elle est effectivement le pays de l'Union européenne qui affiche le plus important déficit extérieur, le second étant la Roumanie. Vous vous rendez compte ? Aujourd'hui, si vous dites que vous voulez quitter l'euro, vous êtes pris pour un fou, mais moi je trouve que le fou, c'est celui qui veut rester dans l'euro. C'est-à-dire que là, on n'a plus rien qui... Je veux dire, on est derrière la Roumanie, quoi. On est derrière la Roumanie en termes de commerce extérieur. Je veux dire, voilà où on en est en termes de commerce extérieur. C'est complètement hallucinant. Bien sûr qu'il faut quitter l'Union européenne et bien sûr qu'il faut quitter l'euro, puisque là, on est en train en fait d'être largué en fait économiquement. Les conséquences sont désastreuses. Et je vous encourage à lire cet article de Capital qui liste des faits très intéressants. Bon, bien sûr, ils vont pas pointer le doigt, ils vont même pas poser la question de est-ce qu'il faudrait quitter l'euro, mais en tout cas, ils listent des choses intéressantes. Mais surtout, ils nous disent que l'euro est trop fort pour la France. Et ça, on est d'accord. Allez, le prix de l'essence. Donc, comme vous l'avez constaté, le prix de l'essence qui augmente de manière assez hallucinante. Donc, le litre approche des 2 € à la pompe dans certaines stations-service en France. Et donc, ça génère des inquiétudes, une situation qui a de quoi préoccuper 40 millions d'automobilistes en France et qui inquiète également le gouvernement. À aucun moment, j'ai regardé tous les articles qui sont sortis là-dessus, il n'y a pas un moment où on s'est dit, où les journalistes auraient pu dire, mais en fait, le gouvernement peut très bien baisser en baissant les taxes, puisque aujourd'hui, quand vous allez à la pompe, vous payez une taxe sur une taxe. Je vous invite à vous renseigner sur le prix à la pompe et quelles sont les parts... en fait, quand vous allez à la pompe, qu'est-ce que vous payez exactement ? Et en fait, vous allez vite vous rendre compte avec des documentaires que en fait on paye une taxe sur une taxe et que en fait, pourquoi est-ce que vous traversez la frontière et que vous arrivez en Autriche et que on est pratiquement à 1 € le litre ?
c'est pas qu'ils achètent, ils achètent les bidons moins chers, c'est juste que le gouvernement, eux, taxe moins les consommateurs. Et donc, à aucun moment, les médias nous diront que le gouvernement pourrait faire un geste, puisqu'ils peuvent nous expliquer que avec la fin de la crise du Covid dans certains pays, le fait que du coup l'économie mondiale qui repart à la hausse, du coup le prix du gazole le prix du gazole et de l'essence qui augmente. Mais à aucun moment on nous dit que le gouvernement pourrait faire un geste, pourrait baisser les taxes pour nous permettre d'avoir un prix qui serait plus faible. Voilà. Comme d'habitude, ça c'est le non-travail des journalistes. Google qui coupe la publicité du site François qui dénonce une atteinte à la liberté d'expression. Donc vous avez peut-être pu le voir passer. Google qui a coupé donc l'accès du site controversé François donc à son réseau publicitaire, privant ainsi le site d'actualité d'une partie de ses revenus en raison de violations répétées de ses règles sur la désinformation. Puisque vous devez rendre des comptes aujourd'hui à Google. Si vous voulez avoir de la pub, vous devez rendre des comptes à Google. Si Google dit que vous faites de la désinformation, il vous supprime vos publicités. En quoi Google est garant de la vérité? Ça, par contre, c'est une question qu'aucun média ne pose. Comment Google peut juger si François Hardy véhicule de la désinformation? Et surtout, depuis combien de temps Google lui-même laisse les médias écrire des articles qui propagent de la désinformation, qui propagent des fausses informations, mais eux ne sont pas supprimés, ne sont pas coupés en termes d'accès à la publicité pour les revenus. Donc là, on vient taper dans le portefeuille de François. Google qui a également banni fin août le site américain The Gateway Pundit, que vous devez avoir l'habitude, hein, dès qu'on parle des États-Unis, il y a souvent, j'ai pratiquement un article d'eux par revue, puisqu'ils font un travail journalistique qui est conséquent, qui est un vrai travail journalistique. Eh bien, eux, c'est pareil, ils ont leur suppression donc du réseau publicitaire, un revenu qui était quand même estimé à 200 000 € mensuels pour The Gateway Pundit. Donc on vient taper dans le portefeuille pour limiter leur impact. Allez, M6 qui ne sait plus combien gagne un Français moyen. Donc après les politiciens qui nous lâchent et qui ne savent pas combien coûte une baguette ou combien est le SMIC, eh bien on a maintenant les médias qui sont complètement déconnectés de la réalité. Et après ils vont se plaindre du fait que les Français ne font plus confiance aux médias. Mais comment s'en plaindre? Donc le 5 septembre dernier, M6 a provoqué une vague d'indignation lors d'une émission consacrée à la gestion de l'épargne. Donc en gros, l'idée c'était comment est-ce qu'on va aider des familles qui ont du mal à s'en sortir et donc du coup de gérer leurs dépenses pour essayer de limiter leurs dépenses et qu'ils puissent rentrer dans les clous. Eh bien en fait, ils sont partis non pas sur une famille qui serait à 2000 € par mois, non, ils sont partis sur une famille, un couple qui gagne 4000 € par mois. Voilà, donc c'est le nombre de familles le plus représentatif en France, bien sûr, hein. Donc une famille qui finit dans le rouge avec 4000 € par mois est-elle représentative des Français moyens? Donc une catégorie de familles aisées donc qui a participé à cette émission. Et donc les téléspectateurs, en fait, ils ont vite fait le calcul. Donc en fait, le problème se trouve plutôt dans leurs grosses dépenses, un crédit trop élevé, 4 enfants, dont un qui a un appartement. Et donc, c'était pas du tout des personnes qui avaient un vrai besoin de faire des économies. C'est juste pour vous montrer à quel point même les médias sont déconnectés, même ceux qui sont censés nous donner un petit peu la parole, nous aider, entre guillemets, sont clairement déconnectés. Allez, Agnès Buzyn, donc qui a menti, on le sait, elle a menti fin janvier sur la réalité d'une situation épidémique dont elle connaissait la gravité dès le 20 septembre. Sur ordre de qui et pourquoi a-t-elle menti? Ça, c'est la question. Je vous laisse avec le petit passage d'Elsie. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que va-t-il se passer demain précisément? Eh bien effectivement, Le Monde révèle qu'Agnès Buzyn est convoquée demain matin à 9h par les magistrats de la Cour de justice de la République et elle pourrait être mise en examen pour 2 motifs. Abstention volontaire de combattre un sinistre, mais aussi, et cela marque un nouveau palier, mise en danger de la vie d'autrui. Cela signifie qu'il y aurait pu y avoir une violation délibérée d'une obligation particulière de prudence et de sécurité. Oui, mise en danger de la vie d'autrui, si c'est le cas, si c'est un des chefs de mise en examen, c'est vrai que ça ne passerait pas inaperçu. Sur quoi enquêtent les juges précisément, Justine? Eh bien d'abord sur une possible dissimulation d'Agnès Buzyn. À la fin du mois de janvier 2020, elle déclarait ceci, écoutez. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré.
Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Cela... Je veux dire, clairement, à ce moment-là, elle ment, puisque c'est une spécialiste, elle sait très bien qu'un virus, ça se propage, c'est pas juste en bouclant une ville que le virus s'arrête. Je me répète tout le temps, mais un virus, par sa nature, il est fait pour se propager. Vous pourrez faire toutes les mesures que vous voudrez, vous n'arriverez jamais à empêcher un virus de se propager. C'est dans sa nature même, d'accord ? Et là, quand elle nous dit que le risque d'importation de Wuhan est pratiquement nul, elle se fout de notre gueule très clairement, puisque elle sait très bien que le virus va arriver en France et il va arriver partout. Là, à l'époque, on nous refaisait le coup de Tchernobyl, du nuage qui s'arrête à la frontière, quoi. Peut évoluer évidemment dans les prochains jours. Or, environ 2 mois plus tard, alors qu'elle a quitté le gouvernement et après son échec au municipal à Paris, son discours n'est plus du tout le même. Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Voilà, donc en l'espace de quelques semaines, quelques mois plutôt, elle passe en fait, il y aura pas de Covid en France, en fait, j'ai pleuré au ministère parce que j'ai annoncé pour tout le monde que c'était la catastrophe, qu'il y a un tsunami qui arrive devant nous, on n'est pas prêt. Voilà, elle est passée de ça en quelques mois. Donc bien sûr qu'elle a menti puisqu'elle avait toutes les données entre ses mains, mais sur ordre de qui, ça c'est la question. Pourquoi est-ce qu'elle a menti et surtout, est-ce que ça va donner quelque chose ? Elle poursuit. Je pense que j'ai vu la première ce qui se passait en Chine le 20 décembre. Un blog anglophone détaillait les pneumopathies étranges. J'ai alerté le directeur général de la santé. Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Et le 30 janvier, j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient pas se tenir. Je rongeais mon frein. On aurait dû tout arrêter. C'était une mascarade. Que savait vraiment Agnès Buzyn ? A-t-elle sciemment menti dans sa déclaration du 24 janvier ? Même si vous l'avez entendu, elle a ajouté que la situation pouvait évoluer. Sa mise en examen devrait donc permettre de répondre à ces questions. Est-elle la seule concernée par ces enquêtes ? Non, elle ne devrait pas être la seule. En tout cas, on se souvient évidemment que des perquisitions avaient eu lieu en octobre dernier. Et selon Gérard Davet et Fabrice Lhomme, son successeur, Olivier Véran, pourrait aussi être convoqué dans les prochains jours. Et ce pourrait aussi être le cas d'Édouard Philippe, ancien Premier ministre, de Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, et de Sibeth Ndiaye, ancienne porte. Bon, alors ça fait rêver de voir ça. On se dit ouais, super. Bon. Franchement, j'y crois pas trop. Franchement, j'y crois pas trop puisque la justice nous a lâchés depuis un beau moment en France. Je veux dire, vous pouvez remonter au live d'il y a plusieurs mois où on comptait sur des décisions de justice, on relatait ce qui se passait, mais je veux dire. À moins d'une grande surprise, je ne pense pas que ça aille aussi loin. D'ailleurs, ça fait déjà plusieurs jours et depuis cette information que Agnès Buzyn, depuis l'annonce d'Agnès Buzyn, il y a aucune information qui est sortie. C'est-à-dire Olivier Véran, Édouard Philippe, Salomon, Ndiaye, tout ça, toujours rien qui est sorti. Et surtout, je vois pas ça aller très très loin. Encore une fois, et c'est à chaque fois le cas, c'est-à-dire que on nous fait quand même croire, vous voyez, c'est pas qu'il se passe rien, il y a quand même une petite enquête qui se lance, on nous fait quand même croire, on veut montrer au public que il y a une enquête, que la justice est là pour être garante de ce qui se passe et que si on doit s'attaquer à des politiciens, on s'attaque à des politiciens, mais la réalité c'est que aucun politicien n'a jamais été poursuivi, même alors qu'il y avait des charges très très lourdes contre eux. Donc voilà, moi j'y crois pas trop, j'avoue que je suis un peu pessimiste là-dessus, mais j'y crois pas trop, en tout cas on verra, mais tous les événements qui ont pu se passer dans le passé nous ont prouvé que c'était plutôt de la fumée pour nous dire, vous voyez, on peut pas dire que la justice en France ne fasse rien, elle fait quelque chose, elle enquête, et au final, il se passe rien. Je pense qu'un de ces quatre, il faudrait qu'on fasse un petit listing de toutes les condamnations qu'on pensait obtenir de politiciens corrompus, et au final, il y a absolument rien eu. Donc je pense qu'on est d'accord là-dessus, que c'est plus de la fumée qu'autre chose. Allez, quel est le cerveau qui a bien pu imaginer cela le 11 septembre 2021, 20 ans jour pour jour après les attentats? Y a-t-il un message, lequel et à qui? Tweet très intéressant de Didier Maristo, puisque donc des franciliens ont été inquiets de voir en ce 11 septembre un avion volé à basse altitude escorté par un avion de chasse à Paris. Donc le 11 septembre,
on a eu voilà, ces images à Paris, donc il y en a qui ont été inquiets, ils ont filmé, ils ont eu peur, qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc on a eu, merci Cathy, c'est gentil, on a eu donc le passage d'un avion qui était, alors attendez, voilà, c'était un entraînement de l'armée de l'air, donc qui était en présence de Jean Castex et de Florence Parly. Donc eux, ils ont un essai à faire au-dessus de Paris avec des avions, ils le font le 11 septembre 2021. 20 ans, jour pour jour, après les attentats du 11 septembre 2001. Ils nous font ça ce jour-là. Alors, il y en a beaucoup qui ont mis dans les commentaires, franchement, le timing, ils auraient pu faire autrement. Voilà, donc vous avez Castex dans l'avion, quoi, carrément, et tout. Donc là, c'était un exercice. Pourquoi faire ça le 20 septembre 2021, sachant que sur toutes les chaînes d'information, donc c'était les hommages, les hommages par rapport au 20 septembre, au 20 septembre 2001. Je vais y arriver. Au 11 septembre 2021, je vais y arriver. Je galère ce soir. Pourquoi est-ce qu'ils font ça à ce moment-là? Pour moi, c'est clairement pas un hasard. Alors, soit c'est dans une perspective toujours de promulguer la peur, de maintenir la population un petit peu dans la peur de ce qui peut se passer, ou bien c'est un avertissement, ou bien c'est une menace, si vous voulez. Je vais pas aller plus loin, parce que c'est que de la supposition, et vous le savez, ici, on traite que d'informations factuelles. En tout cas, Didier Maistre met le doigt sur quelque chose d'intéressant, et il pose des questions intéressantes. Il nous dit pourquoi, qui a pu imaginer qu'on fasse ça pile le 20 ans après, le même jour, en plus dans Paris, dans la capitale, y a-t-il un message, lequel et à qui? On va s'arrêter là, on va juste se poser ces questions-là et on le garde dans un coin de notre tête. Parce que pour moi, comme je le dis à chaque fois, les événements qui arrivent actuellement, il n'y a aucun événement qui arrive par hasard. Justement, les médias sont justement là, ils sont là pour vous faire penser que cet événement-là, cette information-là, tout ça, c'est indépendant. On veut vous faire croire que la carte d'identité numérique qui vient d'arriver en France, la nouvelle carte d'identité numérique avec puce, QR code et tout ça, c'est un hasard que ça arrive en ce moment. Que tout ce qui concerne les technologies de reconnaissance faciale, tout ça, que ça arrive en ce moment. Non, tout ça c'est lié, tout est lié, c'est une toile d'araignée, tout est absolument lié, et justement le gouvernement veut, et les médias veulent vous faire croire que les informations arrivent au compte-gouttes comme ça, et justement, ils vous empêchent de faire des liens entre les informations. Donc pour moi, il y a quelque chose de troublant là-dedans, et quelque chose d'assez... comment je pourrais qualifier ça? D'assez pervers et de menace. Moi, je le vois plus en termes de menace. Je ne sais pas vous comment vous le ressentez, ce genre de choses, mais moi, je le prends plus comme une menace dans le futur. Donc, à voir ce qui se passe. En tout cas, on suivra ça de près. Allez, l'épidémie qui s'effondre en Martinique et en Guadeloupe à une vitesse folle, donc ces territoires ont en fait subi leur vraie première vague. L'ultra-stigmatisation de nos compatriotes pour non-vaccination relevait bien plus de la propagande. Donc voilà les chiffres, voilà les courbes. Donc il y a bien eu une vague en termes de... Alors là, je sais plus si c'était les cas, je sais pas s'il l'a mis, si je clique, est-ce qu'il a mis le... Ah non, il n'a pas mis si c'était les cas ou si c'était les décès. En tout cas, on nous a dit que l'augmentation était due au fait que ils étaient pas vaccinés, et puis désormais la vague est passée, ça fait la cloche comme d'habitude. Que vous soyez vacciné ou pas vacciné, vous aurez toujours la cloche, hein. Vous pouvez regarder Israël, vous pouvez regarder toutes les données, on y reviendra tout à l'heure d'ailleurs. Il y a toujours la cloche, peu importe ce que vous faites, confinement, pas confinement, port du masque, pas port du masque, vaccination, pas vaccination, vous avez votre cloche. Le vaccin, enfin le virus se propage, le virus se propage, c'est dans sa nature. Allez, un sondage TPMP qui, cette fois-ci, n'a pas été contrebalancé par des bots, puisque le dernier sondage TPMP a fait l'objet de beaucoup de suspicions, puisque... alors, c'était un sondage, je ne sais plus, c'était concernant le pass sanitaire ou l'obligation vaccinale, qui était en notre faveur, hein, qui dénonçait le gouvernement, et puis qui, pendant la nuit, il y a eu un nombre de votes incalculable pendant la nuit qui a finalement fait basculer la tendance de l'autre côté, en leur faveur. Donc, ils étaient très contents d'en parler après sur leur émission. Et là, ça a pas été le cas. Là, ils ont peut-être oublié de mettre les votes. Donc, pour 14,8%, pour le pass sanitaire pour les enfants, 85,2% contre. Vous vous rendez compte, 85,2% contre, et c'est TPMP, donc je veux dire, c'est quand même pas un public qui suit TPMP, qui est forcément très au courant de tout ce qui se passe actuellement, et surtout, il est quand même assez représentatif, puisque vous avez quand même 26 480 votes, d'accord, c'est pas un petit sondage,
Pour ceux qui se posent la question, est-ce que c'est représentatif? Tous les sondages IFOP, etc., c'est sur 1000 personnes. Hein, donc voilà, et en plus, c'est des personnes plutôt bien sélectionnées à la base. Alors, blocage en Guyane, vous voyez que Guyane, ça bouge énormément, on en parle souvent, hein, donc il y a des blocages, il y a des grèves, il y a des caravanes, et ça, on en a beaucoup parlé, que c'était quelque chose de très intéressant, qui vient contrebalancer la propagande des médias, puisque c'est les citoyens qui prennent le micro, hein, et qui s'adressent à la population, donc ça c'est très très bien. Et donc là, blocage en Guyane, donc sur le pont de Larivot, qui est bloqué donc ce matin, donc ça c'était en date du 13 septembre, donc il y a 2 jours. Donc il passe à la vitesse supérieure, donc contre le pass et l'obligation vaccinale, seules les urgences et les soignants sont autorisés à passer. Voilà, donc petite vidéo, je passe rapidement. Ah, je crois qu'elle veut pas. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, blocage. Interprété. Ça peut passer. Mais nous, on vous a dit simplement Alors, quelles sous sont nos quelles conditions revendications. sous quelles conditions vous lâcherez le pont? De vous-même, hein, j'entends. De nous-mêmes. Ouais. Sans qu'on le fasse, nous. De quelles conditions vous le faites? De toute façon définie, monsieur, c'est tout. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de date. Vous faites votre travail, vous connaissez les informations, donc posez pas de questions. Arrêtez de faire Vous connaissez les informations. Voilà, bravo. En tout cas, ce qui se passe à Guyane, c'est la résistance est très très forte dans les dom-toms, hein, que ce soit les Antilles, que ce soit la Guyane ici, c'est très très fort ce qu'ils font. Et franchement, ils nous font beaucoup de bien puisque ils sont un exemple. Et surtout, ils font reculer le gouvernement sur plusieurs points, ce qui montre à la métropole, regardez, si nous on y arrive, vous aussi vous pouvez y arriver. Allez, on passe à l'Europe et au monde. Donc 26 des 27 scientifiques du Lancet qui ont rejeté la théorie selon laquelle le Covid a fui d'un laboratoire chinois ont des liens avec des chercheurs de Wuhan. Voilà. Donc en fait, une enquête, tout ça, ça débouche d'une enquête du Télégraphe, qui a donc révélé que 26 sur 27 donc, de ces scientifiques avaient des liens avec l'Institut chinois de virologie de Wuhan. C'est-à-dire qu'on n'a pas évolué d'un iota depuis l'arrivée du Covid, c'est-à-dire que les médias ne font toujours pas leur travail, c'est-à-dire qu'ils ne posent toujours pas la question de savoir, avant de parler d'un journaliste ou d'un médecin qui parle sur le Covid, première chose qu'il devrait faire, il devrait faire un enquête, il devrait se renseigner sur cette personne. Est-ce qu'elle a des liens d'intérêt? Est-ce qu'elle est soutenue par les laboratoires pharmaceutiques? Est-ce qu'elle a des liens avec l'Institut chinois de virologie? Et si oui, eh bien, elle devrait le mettre en gros en rouge à côté de ce qu'il dit, puisque nous, ça devrait nous permettre, à nous, citoyens, eh bien, de ne pas faire nos propres recherches. Ça nous permettrait de savoir que cette personne-là, clairement, ce qu'elle dit, on peut le mettre de côté, puisqu'elle a des liens d'intérêt. Si moi j'ai des liens d'intérêt avec une entreprise qui vend n'importe quel produit, eh ben, je vais vous dire que ce produit est bon pour votre santé, même si je sais qu'il est mauvais. Enfin voilà, c'est des exemples tout bêtes, mais je veux dire, les liens d'intérêt, c'est en train de nous bouffer, et ça nous bouffe sur le milieu médical actuellement. Donc voilà, j'ai à quand des médias qui vont faire leur travail et qui vont mettre le doigt sur qui finalement il serait intéressant d'écouter puisqu'ils sont libres. Je pense surtout au professeur Montagnier qui, le tout premier, a balancé des choses assez intéressantes sur le fait que le Covid pourrait être d'origine humaine, d'une manipulation humaine. Eh bien lui, il avait balancé sur CNews ça, et il avait clairement dit à la fin, si moi je peux vous le dire, c'est parce que je suis je suis prix Nobel, j'ai mon propre institut, je suis donc libre de parler, et je suis libre de faire ce que je veux, et donc je n'ai aucune pression. Contrairement à beaucoup de médecins qu'on a laissé dire tout et son contraire sur les plateaux télé, alors qu'on savait qu'ils avaient des liens d'intérêt. Allez, le Premier ministre israélien, si vous ne l'aviez pas entendu, donc il nous dit que les plus vulnérables actuellement sont ceux qui ont pris seulement 2 doses du vaccin, pas ceux qui n'ont jamais eu une seule dose. On en avait parlé la dernière fois, hein. On avait dit qu'en Israël, ils vont pousser très très loin, c'est-à-dire que ceux qui n'auront pas la 4e dose, puisqu'on parle actuellement de 4e dose, ceux qui n'auront pas la 4e dose n'auront plus... Oh, un être humain, merci de passer, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, un être humain, il fait un super travail également, un gros lanceur d'alerte. Qui fait des bons lives, des lives de qualité, qui fait des belles interviews en live, et qui se bat et qui lâche rien, et ça fait plaisir. Merci à toi de ton soutien. Donc on l'avait vu, hein, que Israël pousse à ce que si vous n'avez pas votre 4e dose, votre passe sanitaire est inactif. Et donc maintenant, en fait, pour pousser les gens à prendre la 4e dose, en fait, ils vont menacer les gens, ils vont leur faire peur, ils vont leur dire si vous n'avez pas la 4e dose, en fait, c'est comme si vous n'aviez pas pris de vaccin. Donc en fait, ils vous remettent exactement dans la même situation qu'au départ.
C'est-à-dire, au départ, vous n'étiez pas vacciné et vous avez dit, allez, je vais me faire vacciner parce qu'il n'y a qu'une dose. Et au final, vous en bouffez 4, mais à chaque nouvelle dose, on vous refait le coup. On vous refait le coup de, il en faut juste une. Juste une et c'est bon. Mais tout le passé nous montre que ce sera pas bon. D'accord, c'est eux qui fixent la jauge. On a vu que Biden et Fauci commençaient à s'entendre pour faire un rappel tous les 5 mois. Donc voilà, vous avez votre réponse. Je pense qu'on peut passer rapidement. Pas besoin de mettre le ministre. Allez, le scandale de l'interdiction de l'ivermectine. Donc le scandale de l'interdiction de l'ivermectine est aujourd'hui dénoncé en Israël, le pays du monde qui nous était présenté en février comme le modèle à suivre en matière de vaccination. Donc même en Israël, on parle de l'ivermectine et c'est apparemment pas complotiste de parler de l'ivermectine. On écoute. יש תרופה שאולי יכולה לסייע לחולי קורונה, הבעיה היא שמדובר בתרופה ידועה וזולה, כזו שלא תכניס הרבה כסף לחברות התרופות. לכן בבית החולים שיבא מתקשים למצוא מימון למחקר הזה. הדיווח של כתבנו לענייני בריאות, יואב אבן. האינטרנט מפוצץ בתיאוריות קונספירציה על הקשר בין חברות תרופות עשירות שלכאורה מממנות רופאים ומחקרים, באופן כזה שהאינטרס הכספי שלהן ניצב הרבה לפני הבריאות שלנו. Ça a été confirmé par Donald Trump lors de notre dernier live, pour ceux qui ne l'ont pas vu qu'il a été censuré. Ça a été confirmé par Donald Trump qui nous confirmait que les médecins étaient achetés pour mentir en fait finalement. לעתים אפילו מנוגד לו. רוב התיאוריות שקריות כמובן, אבל הנה משהו אמיתי לגמרי. אם יש לכם הוכחות ראשוניות לכך שתרופה קיימת, ותיקה, בטוחה וזולה, עשויה לעזור לחולי קורונה, אתם בבעיה קשה. שקשה מאוד להשיג מימון למחקר גדול ומבוקר. J'aime bien, ils disent toutes les autres théories sont fausses, il y a juste la nôtre qui est bonne. C'est hallucinant, bon, ce sera jusqu'à ce qu'on trouve que... jusqu'à ce qu'on ait les preuves qui soient données dans les médias, mais en tout cas... il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, qu'est-ce qu'on nous apprend ? On nous apprend que, en fait, un médicament qui est pas cher, donc qui bloquerait, en fait. C'est ce qu'on avait dit lors du dernier live, c'est-à-dire que la question des médicaments, elle est extrêmement importante, elle est primordiale. C'est ce que j'avais dit. Si on avait eu un médicament qui avait été proposé, on n'aurait pas pu permettre au vaccin de se développer aussi rapidement et d'avoir des autorisations d'urgence. Donc, la question des médicaments, elle est encore plus importante que ce qu'on pense. C'est pas juste de la corruption, c'est pas juste le fait de ne pas vouloir traiter les gens, c'est le fait que ça ait permis d'avoir des autorisations d'urgence pour pouvoir permettre à ce que les vaccins soient effectifs. C'est-à-dire que sinon, on n'avait pas d'autorisation d'urgence, les vaccins, on les avait dans 10 ans, l'État profond ne pouvait pas attendre 10 ans. Donc clairement, c'était une double stratégie. Voilà, allez, je passe assez rapidement, parce qu'on en avait déjà parlé la dernière fois, donc je ne vais pas trop me répéter. Allez, Australie, depuis le début de la vaccination, près de 3 fois plus de morts signalées après vaccin qu'attribuées à la Covid-19. Un article de François intéressant. Donc l'Australie, pays peu touché par les décès Covid, malgré toutes les restrictions qu'ils utilisent dès qu'il y a un cas, c'est hallucinant, apporte une clarification sur les décès rapportés suite à la vaccination Covid. Les chiffres sont éloquents et de réelles questions se posent. Et donc, on va parler des chiffres. Donc, l'Australie compte 25,858 millions d'habitants et attribue 1076 décès à la Covid-19, soit 41,62 décès par million d'habitants. Une mortalité très faible, eu égard aux 169 301 décès en 2019 rapportés donc, dans les statistiques nationales australiennes. Donc, voilà le nombre de décès ici. Et donc, l'Australie décompte 8,27 millions de personnes pleinement vaccinées, soit 32% de la population. Et 53% de la population a reçu une première dose. La base de données australienne des effets secondaires fait état de 487 décès signalés après vaccin Covid sur sélection des 3 possibilités, donc AstraZeneca, un Pfizer-BioNTech et puis un autre. Au 22 février 2021, l'Australie comptait 909 décès attribués à la Covid-19 et 1076 au 9 septembre 2021, soit 167 décès attribués à la Covid-19 depuis le début de la vaccination. Donc sur la base de ce qui précède, il y a donc 2,91 fois plus de décès signalés après vaccin Covid que de décès attribués à la maladie. Voilà, donc pareil, c'est un article que je peux vous conseiller, je passe assez rapidement parce qu'on a pas mal d'informations, mais un article que je peux vous conseiller aussi sur la situation en Australie, à travers aussi le lien avec la vaccination. Ah, il y a un lien qui a du mal à se charger apparemment. On va avancer, c'est pas très grave, je sais plus c'était lequel, je vais juste vérifier c'était quel lien qui veut pas se lancer.
Ouais, je sais plus c'est lequel. Bon, il devrait peut-être se relancer. Alors, ah oui, c'était la manifestation. C'était la manifestation. Voilà, c'est ça qui veut pas se lancer. Manifestation donc à Montréal, une grosse manifestation qui malheureusement ne veut pas charger. Donc grosse manifestation à Montréal et il y avait une vue aérienne. C'est ce qui nous manque nous en France, hein, des vues vraiment aériennes où on se rend compte du nombre de personnes et pas les vues les vues des caméras BFM des journalistes qui filment leurs pieds pour montrer qu'il y a que 3 personnes autour d'eux. En tout cas, voilà, une grosse manifestation à Montréal. Ah, elle va peut-être charger. Et en parallèle, donc une énorme percée donc du PPC et non pas du PCC. Donc Parti populaire du Canada, donc parti anticovidiste, qui est mis à 10% donc d'intention de vote puisqu'il y a eu un sondage. Donc énorme progression. Donc aussi au Canada. Bah voilà, la vidéo est là, je peux vous la lancer. Vidéo de Infominute que je peux vous conseiller aussi. Infominute qui font du super travail. Ils sont aussi sur Telegram. Décidément, ils veulent vraiment pas que je monte cette vidéo de la manifestation. C'est dommage parce qu'en plus elle est vraiment super. Ah, ça arrive. Voilà, en plus, ce sont des très très grandes avenues qu'il y a là-bas, donc ça nous permet de vraiment se rendre compte du nombre de personnes qu'il y avait donc, dans cette manifestation, donc contre le pass sanitaire, donc en vigueur donc dans la province du Québec. Donc félicitations aux Canadiens, félicitations à toutes les manifestations qu'il peut y avoir un peu partout. Voilà, donc vraiment une grosse foule. Allez, on continue donc. Voilà. Alors, Chine. Alors, cet article, il m'a définitivement fait perdre foi aux journalistes français. Pourtant, on en a vu des choses hein, depuis le début du Covid, mais alors là, je crois qu'on touche le fond. Donc, Le Point qui nous fait un article donc, qui traite, donc le titre c'est « Chine, des élèves de primaire surveillés grâce à une puce électronique ». Donc, Le Point qui n'est pas censé... qui sait très bien que la Chine, c'est une dictature, qu'en Chine, on a une propagande qui est avérée, qui n'est même pas cachée, donc qui aurait pu se dire, moi je me suis dit, dans l'article, ils vont au moins mettre 1 ou 2 points négatifs, ou ils vont au moins mettre des limites à ça, ou dire que c'est quand même un peu grave, quoi. Rien du tout. C'est-à-dire que Le Point, il nous calque texto ce qui se passe en Chine, sans donner une seule fois un point négatif en termes de liberté, en termes d'éthique, en termes de valeurs, en termes de morale, rien du tout, rien, nada. Donc ce nouveau dispositif mis en place dans une école de la ville de Zhuhai permet de renforcer donc la sécurité des élèves, explique Courrier International. Et donc voilà l'article. Donc c'est un système de surveillance qui pourrait bien devenir la norme dans les établissements scolaires chinois. Une école primaire donc de la ville de Zhuhai, dans le sud-est de la Chine, a mis en place un système de puces électroniques intégré dans le col de chemise des élèves afin de surveiller leurs faits et gestes. Vous voyez jusqu'où on va, c'est-à-dire qu'ils ont tous l'uniforme, et donc dans l'uniforme, dans le col de chemise, on a donc la puce électronique. Cette innovation permet notamment aux élèves d'accéder à leur classe sans avoir à scanner leur carte ou leur visage avec un système de reconnaissance faciale. Là, boum, il me donne un avantage. Ouais, c'est super, les enfants, ils n'ont même plus besoin de passer par la reconnaissance faciale. La puce électronique leur facilite la vie. Voilà ce qu'il faut comprendre. Selon Yan Wengui, le directeur de l'école, ce nouveau système de surveillance paraissait nécessaire tout simplement parce qu'il avait détecté, avant sa mise en place, certaines failles de la gestion scolaire. Cette puce électronique permet notamment de collecter des informations concernant la trajectoire des élèves ou le temps qu'ils passent dans les différentes zones de l'établissement scolaire. Ça va loin, hein. Un dispositif qui renforce la sécurité des enfants. Donc, un autre point donné donc par Le Point, un autre point positif. Donc, en outre, cette nouvelle technologie permet également aux parents de pouvoir communiquer avec leurs enfants via une messagerie. Donc via la puce électronique qui est dans le col de l'élève, double emploi qui fait aussi messagerie. Les enfants n'étant pas autorisés à utiliser leur téléphone portable en Chine, la puce électronique leur permet d'échanger avec leurs parents grâce à leur connexion avec des tablettes installées dans les couloirs de l'établissement. Voilà, c'est magique, et c'est la fin de cet article de Le Point, qui nous montre 3 points positifs de ce dispositif en Chine, qui ne pose aucune question éthique, morale, rien. Voilà, c'est
regardez ce qui se passe en Chine, ça va arriver bientôt en France et il va falloir, et on sera complotiste si on s'y oppose, si on s'oppose aux puces électroniques dans le col des élèves. C'est complètement fou, cette société chinoise qui s'occidentalise, si vous me permettez l'expression. En tout cas, voilà le combat. C'est pas juste le combat pour quelques libertés, c'est un combat de vision de société. Et même de civilisation. Allez, vers une gigantesque panne d'Internet causée par une tempête solaire. Donc c'est un article de CNews paru le 8 septembre. Donc un scénario qui pourrait vite devenir catastrophique. D'après des chercheurs américains, l'éventualité d'une tempête solaire pourrait être très grave sur Terre, avec notamment une panne durable d'Internet. Donc on nous dit que donc la professeure assistante à l'Université de Californie a ainsi récemment publié une étude nommée « Tempête solaire se préparer à une apocalypse sur Internet ». Si cela venait à se produire, il faudrait potentiellement se préparer à un blackout de tout le réseau Internet pendant plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois. Donc elle y va pas par quatre chemins. Elle nous dit, c'est un peu comme les Fauci qui nous dit l'administration Trump va être confrontée à une pandémie pendant son administration. Eh bien là, on nous dit qu'on va avoir très certainement une tempête solaire et que en plus ça va être l'apocalypse sur Internet, donc il va y avoir un blackout pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Donc ça fout encore un petit peu la trouille, ce genre de choses. Et surtout, encore une fois, pour moi, tout ça, c'est encore pas du hasard. Vous savez que la question du blackout, la question d'un Internet coupé, ça a été longuement donné dans les posts de Q, qui disaient que ça pouvait être une possibilité. Et bien là, on est en train d'en parler de plus en plus, et surtout, on vient changer encore une fois l'origine. On ne dit pas que c'est pour telle chose ou telle chose, non, on nous dit que c'est en lien avec la tempête solaire. La nature, elle a quand même souvent bon dos. Hein. On a le Covid qui arrive, c'est la nature. On a Internet qui va être coupé pendant des semaines, voire même des mois, très probablement sur l'ensemble de la planète, mais ce sera encore une fois la nature. Mais surtout, il n'y a pas de comploteurs, il n'y a pas de personnes qui font des choses en arrière-plan, quoi. C'est toujours la nature. C'est quand même hallucinant, en tout cas. Je prétends pas avoir une boule de cristal comme cette professeure et à vous dire que ça va arriver. Hein. Je vous transmets juste l'information pour que si on en parle de plus en plus ou s'il y a des informations qui tendent à ça, on en reparlera et on se tiendra au courant par rapport à ça. Allez, Covid-19, l'OMS finalement pessimiste sur la vaccination pour vaincre la pandémie. Alors l'OMS qui était le porte-étendard, c'est-à-dire que dès que le gouvernement voulait nous faire accepter quelque chose, que ce soit confinement, port du masque, et j'en passe, eh bien on nous donnait toujours une citation de l'OMS qui nous disait que c'est... regardez, l'OMS a dit que, donc, échec et maths. À chaque fois que c'était l'OMS qui l'avait dit, c'était échec et maths, on pouvait pas parler, c'était tais-toi. Tu peux pas parler, ça a été décidé, c'est l'OMS qui l'a choisi. Eh bien, par contre, quand l'OMS nous dit que des choses ne marchent pas, par contre, on n'en prend pas compte. C'est-à-dire que c'est que dans un sens. C'est assez hallucinant. En mai, l'OMS avait affirmé pourtant que la pandémie serait terminée lorsque nous aurions atteint une couverture vaccinale de 70% de la population mondiale. Donc ça, c'est ce qu'ils avaient affirmé en mai. Combien de lanceurs d'alerte à l'époque avaient dit « c'est faux » ? Je ne sais pas combien, mais beaucoup. Eh bien, ils avaient raison. Donc, sur la capacité d'un taux élevé de vaccination, donc beaucoup plus pessimiste donc sur cette capacité d'un taux élevé de vaccination à stopper à lui seul la pandémie de Covid-19 du fait des variants qui ont réduit la perspective d'une immunité collective. Donc, eux, ils sont en train de nous dire, oui, mais en fait, on pouvait pas le prévoir que finalement la vaccination n'allait pas résoudre le problème, puisqu'en fait, depuis, il y a eu beaucoup de nouveaux variants. J'ai envie de dire, il y a des médecins, il y a des chercheurs, il y a des infectiologues très connus qu'on a mis dehors, qui l'avaient dit des mois avant, qu'il y aurait des variants. Et il y en a même qui ont dit que, comme on l'a vu en début de live, sur LCI, le professeur qui nous dit que les vaccins forment les nouveaux variants. Eh bien, tout ça, en fait, ils font mine d'être surpris. Hein. En fait, il y a les variants, donc du coup, ce qu'on avait dit, en fait, c'est faux, mais c'était pas de notre faute, parce que on pouvait pas savoir qu'il allait y avoir des variants. Si, ils le savaient très bien.
Et donc, interrogé sur le fait de savoir si cet objectif valait toujours ou s'il devrait être levé, Hans Klug a souligné que les nouveaux variants plus contagieux, principalement Delta, avaient changé la donne. Et donc, on nous le dit encore une fois, l'immunité collective est illusoire seulement avec les vaccins. Quand vous avez l'OMS qui vous le dit, quand vous avez Cohen qui vous le dit sur France 5 devant Olivier Véran, c'est que là, je pense qu'on est au courant que ça marche pas. D'accord ? Si on en est arrivé là, si eux l'admettent, c'est que on est au courant. Hein. Mais ça n'empêche pas qu'on menace 300 000 soignants de se faire suspendre et de ne plus avoir de salaire s'ils ne sont pas vaccinés. Alors qu'on nous dit que l'immunité collective vaccinale est illusoire, que ça ne résoudra pas le problème. Voilà. Mais bon, bien sûr, ils terminent leur phrase. Hein. Donc, selon des épidémiologistes, et ils sont de plus en plus nombreux, hein, il semble désormais illusoire d'atteindre l'immunité collective uniquement grâce aux variants. Mais ceux-ci restent tout de même cruciaux pour circonscrire la pandémie de Covid-19. Quand est-ce qu'on parle des traitements ? Ils avouent que leur stratégie ne fonctionne pas, mais il faut continuer quand même. Et il ne faut surtout pas se poser la question de stratégie. Voilà. Toujours magique. Allez, des robots qui patrouillent dans les rues de Singapour pour vérifier les personnes ignorant les mesures Covid. Alors, on sait que Singapour, c'est un endroit dans le monde qui est le plus sécuritaire. Donc, un des plus sûrs au monde, hein, classé un des pays les plus sûrs au monde. Eh bien, Singapour qui a mis 2 robots autonomes donc, à l'épreuve pour détecter les mauvais comportements tels que l'ignorance des mesures de sécurité Covid-19. Mais regardez, parce que c'est là encore toute la perversité de tout ça, c'est que à chaque fois, on nous dit toutes les mesures qui sont utilisées, c'est pour le Covid, c'est juste pour le Covid. Dès qu'il n'y a plus le Covid, on l'enlève. Non. Là, les robots qui ont été utilisés, ils ne sont pas juste là pour regarder ceux qui ne respectent pas les mesures de sécurité Covid-19. Ils sont aussi là pour le tabagisme dans les zones interdites et le stationnement inapproprié des vélos. Et puis après, ce sera pour telle chose ou pour un autre motif. Voilà, donc c'est là pour durer et c'est assez flippant. Je vous laisse avec cette petite vidéo. Please do not smoke in prohibited areas such as covered walkways. Voilà, donc ils reprennent les personnes qui sont en train de fumer donc dans les zones où ils n'ont pas le droit de fumer. Et donc, à la fin, il y a quand même un truc intéressant qui est dit, puisque c'est l'inverse. Un porte-parole de l'agence a déclaré lundi que les robots ne seraient pas utilisés pour les forces de l'ordre pendant le test. Je crois que là, je dois avoir une mauvaise traduction, parce que pendant le procès, je ne vois pas trop pourquoi c'était le procès. Bref, donc ils nous disent que les robots qui sont utilisés là ne seront pas utilisés pour les forces de l'ordre. Je vais prendre une boule de cristal et je vais vous dire que c'est faux et que dans quelques temps, on va de plus en plus vers ça. On l'a vu, la crise du Covid, elle nous a amené de plus en plus le côté robotique. Donc avec les drones qui veillent à ce que les gens respectent le confinement, là, les robots qui regardent maintenant les incivilités. Qui sont en plus des codes donnés par chaque société, donc chaque société décide des codes, et puis ensuite les robots règlent ça. Pourquoi est-ce qu'on tend vers ça ? Et alors là, je vous amène vers les vidéos de Radio-Québec, qui en a très très bien parlé lors des derniers mois. Il parlait de ça, hein, je ne sais plus quel était le titre de la vidéo, il faudrait que je le retrouve. En tout cas, il parlait de ça, il parlait du fait qu'on va aller de plus en plus vers des forces de l'ordre robotisées, puisque aujourd'hui, les forces de l'ordre ils ont encore une âme, ils ont encore, même s'il y en a qui en ont peut-être un peu perdu, notamment avec la crise des Gilets jaunes, mais sinon, il y a encore des bonnes personnes qui sont dans les forces de l'ordre. Et du coup, ils pourraient ne pas appliquer des lois folles. Et eux, ils vont de lois de plus en plus folles. Donc, ils vont avoir besoin de gens ou de robots qui vont appliquer leurs lois, même si elles sont folles, et même si elles ne sont pas respectées par la population. Enfin, elles ne veulent pas être respectées par la population. Donc, on va tendre vers ça. On va tendre vers ces robots. Et puis, ça permettra aussi d'enlever les petits privilèges pour les policiers, puisque les policiers qui ont beaucoup de privilèges actuellement, ils peuvent se balader en train, pas de passe sanitaire, pas d'obligation vaccinale. C'est les seuls exemptés avec le pouvoir en place actuellement, avec les députés et l'Assemblée de l'Éducation nationale. Bien voilà, on va pouvoir aussi enlever les derniers avantages qui leur ont été donnés juste pour qu'ils restent en place. Allez, Covid-19, l'Angleterre renonce à instaurer le pass sanitaire. Le ministre de la Santé qui a déclaré « Je n'ai jamais aimé l'idée de dire aux gens de devoir montrer leurs papiers
pour faire ce qui est simplement une activité courante. Bon, ça me rappelle la déclaration d'Emmanuel Macron qui avait dit à peu près la même chose, mais lui, il n'a juste pas tenu parole, alors que d'autres ont tenu parole. Mais surtout, aucun média, encore une fois, aucun média va venir comparer les chiffres de vaccination entre le Royaume-Uni et la France. Parce que regardez, c'est encore plus pervers que ça, regardez. Dans l'article de Le Monde, il faut que je retrouve, parce qu'il y a encore mes sous-titres qui sont partis, mes surlignage qui sont partis. Regardez ce qu'ils nous disent. Près de 81%, le seul chiffre qu'on nous donne pour le Royaume-Uni dans cet article, près de 81% de la population de plus de 16 ans a reçu 2 doses. Et donc là, en fait, ce chiffre, il est vrai, mais en fait, ils n'utilisent pas le bon chiffre. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, en fait, ils sont en train de nous dire qu'au Royaume-Uni, qui est juste à côté de la France, donc normalement, la Manche, elle laisse... Normalement, on est d'accord, hein, le vaccin passe, le Covid passe, pardon. J'ai du mal ce soir. Eh bien, on est en train, pour nous légitimer le fait que le Royaume-Uni a juste fait un choix différent, d'accord ? On veut pas juste nous montrer que c'est juste un choix différent. Voilà. Ils ont fait un choix différent, et bien pour légitimer ça, eh bien en fait, on nous donne un chiffre qui est haut. Et si on lit rapidement, on voit 81% de la population de plus de 16 ans a reçu 2 doses. Du coup, on se dit, en France, on est en dessous. Donc, c'est logique que eux décident de pas faire le pass sanitaire vu qu'ils sont pratiquement tous vaccinés. Ok ? C'est ce qu'on pourrait se dire. Mais sauf que là, toute la perversité est là, c'est que le chiffre qu'ils nous donnent, c'est près de 80% de la population de plus de 16 ans a reçu 2 doses. Donc, les chiffres officiels, vous allez les voir. Vous tapez chiffre vaccination Angleterre, vous allez sur Google et vous les donne. Eh bien, voilà les chiffres de vaccination au Royaume-Uni. 66, là c'est en Angleterre, donc au Royaume-Uni, en moyenne, 66,2% de la population est complètement vaccinée. En France, 63,7%. Là, Le Monde, plutôt que de dire que le Royaume-Uni est à 66,2% complètement vacciné au niveau de sa population globale et pas juste les plus de 16 ans, plutôt que de donner ce chiffre-là, qui aurait choqué les gens, parce que les gens savent que les chiffres officiels en France de vaccination sont autour des 60%. Donc s'ils nous donnent les mêmes taux de vaccination au Royaume-Uni qu'en France, mais que le Royaume-Uni ne met pas le pass sanitaire, là les gens sont en conflit cognitif et ils disent pourquoi est-ce que nous, on a le pass sanitaire et eux ils l'ont pas alors qu'on a pratiquement autant de vaccinés des deux côtés de la Manche. Voilà toute la perversité des médias. Vous vous rendez compte à quel point, jusqu'où ça va ? Ils ne donnent pas le chiffre qui nous intéresse, qui pourrait être comparé à la France, et ils ne font surtout pas la comparaison. Et pire, le seul chiffre qu'il y a, il est de 81%. Ils ont enlevé donc les moins de 16 ans pour avoir ce 81%. Mais sinon, le chiffre de vaccination officiel du Royaume-Uni pour la population générale, le voilà. Voilà toute la perversité et c'est nous qui propageons de la désinformation. Non, nous on ne propage pas de la désinformation. On donne le même chiffre pour le Royaume-Uni et pour la France, et on se rend compte qu'on est juste derrière le Royaume-Uni, d'accord ? On a quoi ? On a 3%, même pas 3% de vaccinés en moins en France. Nous, on a le pass sanitaire. On va le reconduire après le 15 novembre. Le 15 novembre, oui, je crois que c'est ça. Mais par contre, le Royaume-Uni décide de ne pas faire le pass sanitaire. Mais on se rend compte que le Royaume-Uni commence à se libérer de ses chaînes, notamment avec le Brexit, puisqu'on voit que sur le pass sanitaire, ils ont décidé de ne pas le mettre en œuvre. On voit qu'au niveau de l'immigration, ils commencent à venir à nous taper sur les doigts parce qu'on ne gère pas au niveau de l'immigration, puisqu'on est soumis aux lois qui sont au niveau de l'Union européenne. Ce qui fait que on se rend compte que le Royaume-Uni commence à sortir de la tête de l'eau. Ils commencent à se libérer de leur chaîne, et surtout, on ne veut pas que nous, en France, on fasse exactement la même chose, puisque ce serait la fin de tout, et surtout de l'Union européenne. Voilà, donc vous voyez qu'à travers juste des chiffres, on peut vous faire dire n'importe quoi. Allez, biométrie, QR code, hologramme sur Internet, les mots de passe bientôt aux oubliettes. Et j'ai encore perdu mes surlignages, super. Donc, le recours de plus en plus fréquent aux services en ligne a éclaté. Donc, notre identité en de multiples identifiants et autres avatars face au risque de fraude et d'usurpation. États et entreprises rivalisent d'innovation sur le marché de l'auto-authentification. Alors, c'est exactement la même chose quand on avait parlé de la carte d'identité française. Comment est-ce qu'on nous l'avait vendu ? On nous l'avait vendu, il y a trop de fraude. C'est-à-dire qu'il y a trop de gens qui se baladent avec des fausses cartes d'identité, il y a du trafic.
des chiffres qu'on nous avait donnés, c'était des chiffres qui étaient minimes. Donc, c'est pas un argument de nous dire il y a 3 personnes qui sont en train de frauder d'un côté et du coup de tout changer juste pour 3 personnes. J'exagère, mais les chiffres étaient tellement ridicules que c'est pratiquement ça à l'échelle nationale. C'était ça qui était l'argument, c'était ça. Et le deuxième argument, c'était c'est plus sécuritaire. Il va y avoir moins de piratage. Voilà, c'est plus sécuritaire. Or, on sait que les QR codes, on vient de voir avec la crise du Covid, tellement de QR codes qui sont piratés, qui sont modifiés, c'est pas du tout plus sécuritaire. Et là, c'est la même chose. C'est la même chose, ce qu'on veut nous faire enlever nos mots de passe, puisqu'on va nous dire c'est plus simple. Vous allez plus avoir tous vos mots de passe, vos 40 mots de passe. En plus, vos mots de passe, c'est des mots de passe qui sont bidons. Voilà, seuls 19% des Français créent un mot de passe difficile. Donc voilà, vous êtes des gens qui savent pas créer des mots de passe. En plus, vous en avez trop à gérer, donc c'est trop compliqué pour vous. Du coup, on va vous simplifier la tâche et donc on va vous balancer des choses encore plus hard, c'est-à-dire donc biométrie, QR code, hologramme. J'ai pas le temps parce que j'ai parlé beaucoup dans ce live, mais cet article est intéressant de Le Monde pour ceux qui peuvent l'avoir en entier. En tout cas, moi, on me l'avait envoyé en entier. Cet article est intéressant à regarder. Donc, face au récalcitrant au vaccin, Israël dégaine un scanner génétique anti-Covid. Système donc surnommé Omega, capable de réaliser des scanners génétiques. Et en plus, alors là, Marianne qui retransmet donc les informations qui arrivent d'Israël, ils sont en train donc de stigmatiser donc les non-vaccinés, donc c'est comme nous, hein. Les non-vaccinés, c'est des fous, c'est des complotistes, c'est des voilà, c'est tout quoi, c'est des fous. Et puis en Israël, c'est les Arabes israéliens et les Juifs ultra-orthodoxes qui sont les plus réticents et les plus pauvres. Voilà, donc on vient bien caricaturer les personnes, stigmatiser les personnes. En France, on avait dit aussi que c'était ceux qui étaient les moins intelligents. Totalement fou. Il s'agira donc d'une sorte de radar à virus. Donc bienvenue dans ce beau monde où il y aura plus seulement des radars pour les vitesses, il y aura aussi les radars à virus. Il s'agira avant tout de barrer la route à un nouveau variant en Israël, puisque en fait, ce scanner va être mis à l'aéroport donc de Tel Aviv, porte d'entrée donc du pays, et tous les passagers en provenance de l'étranger devront se soumettre à cet examen. Voilà. Donc eux encore, ils sont dans leur mirage de grâce à leur machine là, il y aura plus de variants en Israël. Grâce à cette machine, plus aucun variant n'arrivera en Israël. C'est fou, quoi. Le pass sanitaire, c'était fait aussi pour qu'il n'y ait pas de variants en Israël qui se développent, hein, pour limiter la propagation des variants. Est-ce que ça l'a limité ? Les chiffres de contamination en Israël sont tellement hauts aujourd'hui que personne ne peut l'affirmer. Donc voilà, c'est complètement fou. Allez, j'enchaîne avec les États-Unis. Je passe assez vite. Donc Tom Cotton, donc sur les liens donc de Fauci avec le financement du laboratoire de Wuhan, l'un des plus gros scandales des temps modernes, puisque de nouveaux documents internes semblent contredire les démentis de Fauci au Congrès. Donc Fauci qui a dit qu'il a menti en fait au Congrès et donc au peuple américain sur son rôle dans le financement de recherches très imprudentes dans un laboratoire communiste chinois qui a déclenché cette pandémie sur le monde. C'est une honte. Il est temps que Tony Fauci rende des comptes. Et donc, CNN, MSNBC, New York Times, ABC, CBS, NBC, eh bien, tous ces organes de médias, de presse aux États-Unis ont évité de parler de ça. Ils ont évité de parler donc des documents qui montrent que Fauci a menti au Congrès sur le financement des recherches en laboratoire de Wuhan. Et donc, voilà ce qui est dit. Donc, Fauci a catégoriquement nié lors de son témoignage donc au Congrès que les National Institute of Health donc finançaient toute recherche sur le gain de fonction à Wuhan, mais The Intercept a publié lundi un article exposant plusieurs centaines de pages de documents qui révélaient que le gouvernement américain avait injecté 3,1 millions de dollars dans les États-Unis. Ça va pas. Là, il y a une petite traduction qui doit pas être bonne. Et que près de 600 000 dollars de cet argent fédéral ont été partiellement utilisés donc par l'Institut de virologie de Wuhan pour trouver et modifier des coronavirus de chauve-souris qui pourraient sauter aux humains et les infecter. Je répète. Près de 60 000 dollars de cet argent fédéral ont été partiellement utilisés par l'Institut de virologie de Wuhan pour trouver et modifier des coronavirus de chauve-souris qui pourraient sauter aux humains et les infecter. Voilà, donc là, il est dans l'eau chaude. Il est dans l'eau chaude.
Il est dans l'eau chaude, mais les médias sont là pour le sauver, puisque Fauci, il a même, avec toutes ces révélations-là, il a quand même pu aller sur le plateau donc sur CNN, le jour même ou le lendemain, je sais plus, et même pas une seule question là-dessus des journalistes. Vous vous rendez compte? Il y a un scandale qui éclate sur lui, et il peut aller sur les médias traditionnels sans qu'il y ait une seule question là-dessus. Voilà où on en est au niveau médiatique, c'est complètement affligeant. Alors, vidéo que je devais vous passer, donc de Thomas Massie, donc qui parle de ça, du CDC. Alors, il faut que je vous mette Telegram. Alors, je sais plus si c'était celle-ci. Ouais, Thomas Massie, ouais, c'est parti. Donc, je vous la mets, cette petite vidéo, c'est parti. One of the biggest scandals during this whole pandemic is the cover-up that's been committed by Fauci and the CDC, especially the CDC, about the effectiveness of immunity that's conferred after a natural infection, after you recover from that. They've completely ignored that. They want everybody to get vaccinated, even those who don't need vaccinated. And the science, if you follow the science on this, the majority... Voilà, il met le doigt sur quelque chose d'extrêmement important, c'est l'efficacité de l'immunité. Et je vais couper parce qu'on en a parlé lors du dernier live. Pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui ont pu le voir avant qu'il soit censuré, c'est ce qu'on avait vu. Hein. Toutes les données nous montrent que l'immunité naturelle, c'est-à-dire avoir eu le Covid, est largement supérieure en termes d'immunité sur le long terme que le vaccin. D'accord ? Et là, je veux dire, on a écarté toute la science, en fait, a été mise de côté. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas dû vacciner les personnes qui ont déjà eu le Covid, parce que les personnes qui ont déjà eu le Covid, elles sont immunisées. Et elles seront beaucoup plus immunisées en attrapant le Covid qu'en allant se faire vacciner. D'accord ? Donc ça, c'était des données qu'on a vues la dernière fois. Donc c'est pour ça que je passe un peu plus vite. Allez, les garçons, plus à risque d'effets secondaires donc concernant la vaccination au Pfizer que Covid, suggère une étude. Donc des chercheurs américains affirment que les adolescents sont plus susceptibles de contracter une myocardite liée au vaccin que de se retrouver à l'hôpital avec le Covid. Vous voyez pourquoi The Guardian est un petit peu embêté par Google. Hein. Donc voilà les données. Donc le risque qu'un adolescent en bonne santé soit emmené à l'hôpital avec le Covid dans les 120 prochains jours est d'environ 44 par million, ont-ils déclaré. Et donc, en fait, ils ont comparé, alors je ne sais plus c'est ce que j'avais mis les autres chiffres. Voilà. Leur analyse des données médicales suggère que les garçons âgés de 12 à 15 ans sans conditions médicales sous-jacentes sont 4 à 6 fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic de myocardite lié au vaccin que de se retrouver à l'hôpital avec Covid sur une période de 4 mois. Voilà, c'est des données qui sont claires. Et qui, bien sûr, confirme tout ce que l'on dit. Hein. Il y a très peu, très peu, voire pas du tout d'enfants qui vont à l'hôpital pour le Covid, mais on doit tous les vacciner. Voilà. Encore une fois, on n'est plus du tout du côté de la science, d'accord ? On a abandonné la science, là. Allez, une loi contre la censure sur les réseaux sociaux adoptée au Texas. Donc, le gouverneur du Texas a adopté jeudi une loi qui interdit aux réseaux sociaux de bannir des utilisateurs en fonction de leur opinion politique, puisque c'est le gros combat des républicains depuis que Trump a été exclu des plateformes. Et il dit « Nous défendrons toujours la liberté d'expression au Texas. C'est pour ça que je suis fier de signer cette loi afin de protéger le premier amendement de la Constitution américaine dans notre État. » Donc bravo à ce gouverneur républicain, Greg Abbott, qui fait du bon travail au Texas. Hein. La Floride, le Texas sont des États où ils sont très avant-gardistes sur certaines choses. Ils se battent à la fois contre la mainmise des réseaux sociaux, de Google, Twitter, etc. Et puis ils se battent aussi notamment sur cette crise du Covid. Je passe vite parce que j'ai encore pas mal de choses à vous montrer. Vidéo intéressante aussi, je vous la montre si elle veut bien. C'est pas grave, voilà. Est-ce que je peux descendre ? Voilà, parfait. Donc le sénateur Ron Paul, donc, qui nous fait un témoignage hallucinant. Ron Paul, un sénateur aux États-Unis, qui demande aux Américains de rentrer en désobéissance civile. Vous vous rendez compte jusqu'où on en est là ? Hallucinant. It's time for us to resist. They can't arrest all of us. They can't keep all of your kids home from school. We will not allow you to do more harm to our children again this year. Children are not at any more risk from COVID than they are from the seasonal flu. There is no reason for mask mandates, part-time schools, or any lockdown measures. We are at a moment of truth and a crossroads. Will we allow these people to use fear and propaganda to do further harm to our society, economy, and children? Or will we stand together and say, absolutely not this time,
I choose freedom. Voilà, bravo au sénateur Rand Paul qui demande, qui appelle à la désobéissance civile. Vous voyez, du coup, on en est rendu là. L'heure est grave. Toc, toc. Ok. Alors, on passe à Joe Biden. Joe Biden qui est très, très apprécié, comme on nous le dit dans les médias, hein, par le peuple américain. Tellement apprécié que le Fuck Joe Biden est très populaire aux États-Unis. Je vous laisse avec la petite vidéo. Fuck Joe Biden was the anthem this weekend. Fuck Joe Biden! Fuck Joe Biden! Fuck Joe Biden! I love it! God bless Texas A&M. Voilà, donc Joe Biden très très apprécié aux États-Unis. Et puis donc Joe Biden qui décide. Alors il décide. Donc là on va venir sur le sujet de Joe Biden. Donc Joe Biden qui décide de rendre la vaccination obligatoire pour les 2/3 des salariés américains. Et donc on va essayer de décrypter un petit peu tout ça. Donc il a aussi dénoncé, il fait comme en France, il a dénoncé la minorité identifiée d'Américains qui empêche le pays de tourner la page de l'épidémie. Donc lui c'est pareil, il n'a pas lu les articles, donc ils nous disent que la vaccination comme seul remède ne changera absolument rien. Et donc voilà, toujours très bien perçu par les médias mainstream, le plan se veut courageux et ambitieux. Ça aurait été Trump, c'était l'inverse. Je crois que j'avais souligné quelque chose, ou il y a encore tout qui est parti. Je crois qu'il y a tout qui est parti pour cette vidéo, c'est super. Toc, toc, toc. Donc l'idée c'est que voilà, 2/3 des salariés vont être obligés de se faire vacciner aux États-Unis. Et en fait, on a l'impression, et c'est ce que je vais vous mettre après avec le petit clip de Radio-Québec, on a l'impression qu'il est en train de se tirer une balle dans le pied. Alors pourquoi ? Parce que c'est pas du tout le moment pour lui de faire ça. C'est-à-dire qu'il vient d'essuyer le plus gros revers possible, malgré le fait que les médias ont bien essayé de le cacher, d'étouffer l'affaire, de pas trop parler de l'importance de Biden dans ça. Mais là, il a essuyé le plus gros revers. Il a fait essuyer le plus gros revers aux États-Unis depuis très longtemps par rapport à ce qui s'est passé en Afghanistan. Ça a été énorme. Ça a été perçu vraiment comme une défaite majeure, un carnage, quoi. Vraiment comment dire ? Un affront. Et là, Joe Biden, qui après cet affront, après cette grosse défaite, qui pourrait se permettre de lancer un sujet aussi épineux comme rendre obligatoire la vaccination pour 2/3 des salariés américains. C'est juste complètement fou. Sachant qu'aux États-Unis, ils sont à 50-50, ils sont à 50% de non-vaccinés, 50% de vaccinés. Donc là, il est en train de mettre... il est en train de jouer à un jeu extrêmement dangereux. Il n'est pas du tout majoritaire, puisqu'ils sont, voilà, c'est kiff-kiff entre vaccinés et non vaccinés aux États-Unis. Et là, de rendre la vaccination obligatoire, pour moi, c'est une très très grosse erreur. Il est en train de potentiellement précipiter sa chute. Donc tout d'abord, on a l'Arizona qui dépose plainte donc contre cette obligation vaccinale décrétée par Biden. Et puis, ils nous disent qu'il va y avoir encore d'autres plaintes qui vont arriver, et peut-être aussi dans d'autres États. Donc là encore, ça risque de lancer une répercussion, un mouvement, un effet de contestation qui va se propager dans le pays avec des gouverneurs qui sont là en tant que défenseurs, notamment au Texas, notamment en Floride et dans d'autres États qui vont très certainement s'opposer à ça et qui vont faire le maximum pour s'opposer à ça. En tout cas, très étonnant cette décision de Joe Biden et surtout le timing de cette décision. C'est-à-dire que c'est ce qui explique très très bien Alexis Cossette, et je vous passe un petit passage juste après. Vous pouvez vous permettre de passer une mesure qui est très impopulaire si vous êtes en bonne posture, si vous avez si vous n'avez pas des casseroles avant. Or, Biden, il a que des casseroles depuis qu'il est arrivé. Donc, il peut pas se permettre de prendre une mesure aussi impopulaire sans risquer l'effet complètement inverse, c'est-à-dire de perdre toute légitimité et de voir monter un mouvement un peu de contestation et d'insurrection, comme on peut le voir en France. On continue avec Biden, puisque Biden vient de re-signer ce qu'avait signé Donald Trump en 2018. Donald Trump avait lancé un décret
donc sur l'ingérence étrangère ou l'atteinte à la confiance du public donc dans les élections aux États-Unis. Et donc, l'idée, c'était de faire attention à ce que les élections américaines ne soient pas, qu'il n'y ait pas d'ingérence étrangère dans les élections américaines. Or, depuis tous les documents qu'on a pu observer, il y a bien eu une ingérence dans les élections américaines de 2020, mais là, Joe Biden, qui prolonge ce décret, alors que ce décret, il devrait se terminer, donc le 12 septembre 2021, eh bien, lui a décidé de le prolonger. Alors, il nous dit bien qu'il n'y a eu aucune preuve qu'une puissance étrangère ait modifié les résultats ou le décompte des votes lors d'une élection aux États-Unis. Les puissances étrangères ont historiquement cherché à exploiter le système politique libre et ouvert des États-Unis. Donc, Biden, lui-même, nous dit, alors, il n'y a pas eu d'ingérence pour mon élection à moi, mais en tout cas, il nous dit, attention, parce qu'il y a quand même des puissances qui ont voulu toujours chercher à exploiter donc, le système politique et à s'ingérer dans les élections américaines. Et donc pour cette raison, l'urgence nationale déclarée le 12 septembre 2018 doit rester en vigueur au-delà du 12 septembre 2021. Comprenez une chose, si Joe Biden était vraiment le candidat de l'État profond et qu'il était tenu par l'État profond, pourquoi est-ce qu'il continuerait ce décret? Je veux dire, le décret, il aurait été pressé que ce décret arrive à échéance et il n'aurait clairement pas relancé ce décret. Il n'avait rien qui l'obligeait à relancer ce décret. Or, il l'a choisi de le relancer. Enfin, est-ce qu'il a choisi? Ça, c'est la question. En tout cas, on va voir ce que nous dit Radio-Québec là-dessus, puisqu'il a une théorie intéressante que je partage, qui est que Joe Biden serait plutôt une marionnette. Donc les démocrates envisagent un nouvel effort d'1 milliard de dollars pour réprimer les grandes technologies dans un programme économique tentaculaire. Là encore, Joe Biden s'attaque et continue de s'attaquer, et c'est ce qu'avait lancé Donald Trump, ça a été le précurseur de s'attaquer aux géants du numérique. Et bien là, Joe Biden continue dans cette lignée de Donald Trump, il continue ce qu'effectue Donald Trump, ce qui est assez troublant. Et donc, je vais vous passer cette petite vidéo de Radio-Québec. Je vais pas commenter en plus de ce qu'il dit, puisque je partage totalement, et je pense qu'il le dit encore mieux, donc pas besoin de le dire en moins bien, on va dire. Allez, je vous passe ce petit passage. J'ai essayé de couper un petit peu pour gagner un peu de temps, ça dure 2 petites minutes. En tout cas, écoutez ce qu'il a à nous dire concernant Joe Biden. C'est parti. Donc, de qui Joe Biden est-il le pantin? Biden a toujours été l'homme de Trump, qu'il en ait été conscient ou non. Et là, il y a un certain nombre d'éléments qui vont renforcer l'analyse que j'ai développée jusqu'à maintenant au sujet de Joe Biden. 3 éléments. Notamment celui-ci. Biden reportedly making moves to begin closing Guantanamo Bay and trying to avoid Obama's mistake. Alors Biden qui annonçait au mois de février dernier, au mois de mars et tout ça, qu'il allait fermer Guantanamo. Vous savez, Guantanamo, c'est l'endroit où il est censé avoir des procès contre l'État profond. Hein, on en parle, quand on parle d'arrestation, c'est à Guantanamo. Donc, il y a tous ces politiciens qui veulent absolument fermer Guantanamo pour pas s'y faire juger, n'est-ce pas? Et là, on apprend avec la journaliste de CBS, je pense que c'est CBS, ça, Catherine Herridge, que malgré les annonces de fermeture, en fait, ils sont en train de développer Guantanamo. L'armée est en train de développer Guantanamo. Biden est au courant de ça, hein. D'ouvrir d'inaugurer des nouvelles pièces, des nouvelles salles de cours, salles d'audience, etc. Biden wants to shut Gitmo, but construction for 9/11 trial ramps up. Il veut fermer Guantanamo, mais il y a de la construction pour les procès du 11 septembre 2001. Comme si 20 ans plus tard, il allait encore avoir des procès. Ils n'ont pas compris que c'est pas le même genre de procès qui s'en viennent. Vous comprenez? Une fois, là, une confirmation sans équivoque du fait que, en fait, l'administration Trump contrôle Joe Biden. Pensez à ça 2 secondes. Il vient de signer un ordre exécutif qui prolonge l'ordre exécutif signé par Trump en 2018 au sujet de l'interférence électorale étrangère, hein, les puissances étrangères qui s'ingèrent dans le processus électoral. Notice on the continuation of national emergency with respect to foreign interference in or undermining public confidence in United States election. Alors, Joe Biden a littéralement l'outil que Trump s'est donné pour attraper la fraude électorale, le vol de l'élection, hein, notamment par la Chine, comme avec la fraude électronique, les adresses IP dont parlent plusieurs personnes, des spécialistes en sécurité informatique, Mike Lindell, etc.
Joe Biden, lui qui est le produit de ça, de cette fraude électronique, vient de prolonger l'ordre exécutif de Trump sur cette question. Alors, il l'a reconduit pour un autre 2 ans. C'était effectif 2 ans. Et Joe Biden vient de le reconduire un autre 2 ans. Alors, Biden signs order to crack down on big tech, boost competition across the board. Hein? Biden trahit ceux qui l'ont fait élire. Ici, dans Le Soleil, Biden choisit une personnalité anti-GAFA pour diriger l'autorité de la concurrence. Joe Biden a confirmé lundi son intention de nommer la juriste Lina Khan, connue pour son hostilité au monopole des géants de la tech, à la tête de l'Agence américaine de la concurrence, pour un nouveau signe de la volonté du gouvernement démocrate d'en découdre avec Silicon Valley. Pensez juste à ces trois nouvelles-là annoncées aujourd'hui. Ça fait totalement le jeu de Trump. Et encore une fois, Joe Biden fait faux bond à ses alliés de l'État profond. Il avait fait faux bond en n'appliquant pas le pass vaccinal. Alors, il n'applique pas le pass vaccinal, mais il applique la vaccination obligatoire. Vous allez me dire, OK, c'est pire. Là, Joe Biden n'a pas mis en application la mesure progressive et a sauté tout de suite à la mesure radicale après un fiasco en Afghanistan. Donc tout ça semble orchestré, c'est du théâtre. Et voilà, donc super analyse. Encore une fois, moi, c'est l'analyse la plus solide de ce qui se passe actuellement avec Joe Biden. Merci pour les petits retours pour la vidéo, je noterai pour les prochaines fois. Je suis désolé, il y a mon chat qui me perturbe un petit peu. Allez, on termine parce qu'on est au bout. Donc les bulletins de vote, donc pour revenir sur l'élection, donc les bulletins de vote perdus en Arizona, au Wisconsin et au Nevada dépasseraient les marges de victoire de Joe Biden. Le seul comté de Maricopa a admis avoir envoyé 110 000 bulletins de vote par correspondance ou par absence à ceux qui s'étaient avérés être les mauvaises adresses. Et donc, on nous dit, le Gateway Pundit a rapporté que le Wisconsin avait une marge de 20 682 voix en novembre dernier. Or, le Wisconsin a perdu la trace de 82 000 bulletins de vote postal. Donc, bien sûr qu'il va y avoir des conséquences à tout ça. On avait aussi... ce n'est pas seulement le cas donc, dans le Wisconsin. La marge de victoire en Arizona pour Joe Biden n'était qu'un peu plus de 10 000 voix. Le comté de Maricopa, à lui seul, a admis avoir envoyé donc 110 000 bulletins de vote par correspondance et à la mauvaise adresse. Et même chose au Nevada. Le comté de Clark a envoyé quelque chose comme 93 000 bulletins de vote qui ont été portés disparus. En d'autres termes, ils l'ont posté et il n'est jamais revenu. Nous ne savons pas ce qui leur est arrivé et rappelez-vous, la marge de la victoire dans l'ensemble de l'État, donc de du Nevada, n'était qu'un peu plus de 33 000 bulletins de vote. Voilà, il y a littéralement des dizaines de milliers de bulletins de vote qui circulent et nous ne savons pas ce qui leur est arrivé. Voilà, donc ça, celui qui nous parle ici, c'est Hans von Spakovsky, donc directeur de l'initiative de réforme de la loi électorale de la Heritage Foundation. Voilà, donc bien sûr que tout ça, ça va sortir parce que c'est pas possible. C'est pas possible, d'accord ? C'est pas possible autrement, étant donné que les marges sur les différents États sont extrêmement faibles et que de ce qui ressort des différents audits pour le moment, enfin des différentes enquêtes, pour le moment pas encore des audits, mais bientôt des audits, notamment de l'Arizona qui devrait pas trop tarder, qui doit être au Sénat actuellement, eh bien nous montre qu'il y a eu beaucoup de bulletins de vote qui ont été égarés ou qui ont été envoyés aux mauvaises adresses. Donc tout ça fait que quoi ? Fait que Trump, en fait, alors juste avant, Trump a fait une petite visite surprise donc à la police et aux pompiers de New York à l'occasion du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre. Voilà, ça, c'est un président qui est populaire, qui est acclamé. Vous voyez que voilà, il est soutenu par une grande partie de la population. C'est clair que c'est lui qui a remporté l'élection de 2020. Ça peut pas être autrement que quand on voit toutes les statistiques. Joe Biden, personne ne vient à ses discours. Les vidéos qu'il fait sur sa page sur YouTube, il y a 4, 5, 6 fois plus de dislikes que de likes. Il y a très très peu de vues. Il y a plus de vues quand c'est Trump qui fait un rassemblement dans une petite ville que Joe Biden quand il fait une allocution. Il a même pas fait campagne, Joe Biden, hein, il était dans son sous-sol, voilà. Enfin, tout ça nous montre que, bien sûr, que ça a été fraudé. Et Trump, qui vient de lâcher, donc, qui nous dit, je crois qu'ils vont décertifier l'élection. Voilà. Donc ça, c'est une grosse bombe qu'il a lâchée, donc, lors d'une interview, donc, à The Gateway Pundit. Il vient de dire, donc, je pense qu'ils vont décertifier l'élection. Voilà.
Eh bien écoutez, je pense que c'est tout. Il est 1h45. Il me reste une dernière chose à faire et on a terminé. J'ai rien oublié, je pense. Voilà. Avant de faire la dernière chose, donc je tiens à remercier tous ceux qui ont fait des dons. Donc pour se réveiller, c'est s'informer. Je tiens à remercier les chercheurs d'or qui ont fait un super travail d'information et qui étaient en plus ce soir présents pour la modération. Merci à eux. Merci à tout le monde d'être aussi nombreux. Et puis je termine donc, comme je vous l'avais dit lors du dernier live, à partir de maintenant, je vais garder 2-3 minutes en fin de live pour partager des initiatives, quelles qu'elles soient artistiques, qu'elles soient en termes d'implication physique, d'organisation, n'importe quoi. Des personnes qui font des choses, en fait, pendant la période actuelle, qui se battent. Eh bien, je partagerai donc leur travail, en fait, tout simplement. Donc j'ai déjà quelques personnes qui m'ont contacté, donc c'est vraiment sympa. J'ai Matt aussi qui était là tout à l'heure dans le chat, je sais pas s'il est encore là, mais en tout cas, j'ai bien reçu ce que tu m'as envoyé. J'ai pas eu le temps de traiter pour aujourd'hui, mais ce sera sûrement pour le prochain live. Et j'ai déjà une personne que je vais faire passer aujourd'hui. Donc je vais vous montrer, donc c'est un texte qui a été écrit, donc je vais vous mettre le Word qu'on m'a envoyé tout simplement. Vous voyez que c'est fait simplement. Donc voilà le Word qui m'a été envoyé. Donc c'est un texte qui est écrit par une personne qui s'appelle Cynthia. Donc c'est un texte qu'elle m'a gentiment envoyé, que je voulais vous faire partager, puisque il y en a qui vont passer par de l'écrit comme cette personne, il y en a d'autres qui vont passer par de l'art, il y en a qui vont passer par du comique, il y en a qui vont passer par l'organisation de choses très concrètes sur le terrain, et tout ça ça nous permet en fait d'avancer et de faire quelque chose, et surtout de promouvoir en fait les personnes qui font des choses. C'est-à-dire que moi pendant un temps j'étais juste à regarder des vidéos et puis après je me suis dit bon c'est pas possible, faut que je me lance, faut que je fasse quelque chose. Et c'est important de donner la parole et d'aider à ce que des personnes qui n'ont pas d'audimat et d'audience au début puissent plus facilement trouver des personnes qui puissent les écouter, quoi. Parce que si on fait une vidéo et qu'il n'y a que 5 personnes qui nous regardent, je pense pas que ce soit très important. Mais j'essaye de vous donner les clés pour vous lancer, si vous voulez vous lancer dans n'importe quel domaine, que ce soit des vidéos, que ce soit des photos, de l'art, des textes. Eh bien, je trouve ça intéressant que moi, je puisse vous aider à déjà voir. Voilà, vous voyez actuellement 193 personnes. Donc là, il y a 193 personnes qui vont écouter le texte de Cynthia en direct, et puis d'autres qui le regarderont en différé. Donc ça fera beaucoup de personnes, ça fera des milliers de personnes qui auront pu voir ce texte. Donc je vous mets ce texte. Donc en plus, cette personne, elle me l'a donné en textuel, et elle me l'a donné aussi en vocal. Donc je vais vous lancer le vocal, et puis je vais vous descendre en fait avec le Word. Je vais juste le zoomer un peu plus pour que vous le voyez mieux. Voilà. Donc il y a le vocal donc de cette personne qui s'est enregistrée, et puis je descends en même temps. Merci de me donner à la fin un petit compte rendu, un petit rendu. Est-ce que vous avez apprécié ce petit partage, ce texte? C'est parti. Et merci de me dire aussi si le son est bon. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vais lancer, si ça veut bien. Je vais juste devoir le relancer parce que... Hop. C'est parti. Nous sommes nés en France, nous avons appris ce que cela signifie et avons appris à aimer ce pays, sa culture, ses principes, ses valeurs, ses droits, comme si tout cela allait de soi, avait toujours été et demeurerait toujours. Nous oublions que la France s'est construite sur des basculements de société, des luttes et révoltes successives provoquées par une partie du peuple en quête de justice et de liberté. Ces valeurs et ces droits ont été durement acquis et n'ont jamais cessé d'être bousculés à travers le temps. Notre époque nous paraissait relativement paisible, mais une autre réalité s'est frayée un chemin, insidieusement, comptant sur notre candeur et notre servitude. Le 12 juillet 2021, au nom d'un bien commun et d'un motif sanitaire, nous avons eu l'intime conviction que notre propre destin et celui de notre pays nous étaient volés. Ce fut la révélation, la sortie d'une longue léthargie pour certains, la confirmation que le pire était prévisible et reste encore à venir pour d'autres, ou encore une logique attendue qu'il suffit d'appliquer pour les plus résignés. Merci de me dire si le son est bon. Il ne reste qu'à contempler le désastre. Nous déambulons dans les rues, spectateurs ahuris de la nouvelle normalité qui s'impose à nous et de la légèreté avec laquelle nos proches et nos concitoyens s'y font. La pression sociale à se conformer et s'adapter se fait sentir dans chacun de nos cercles de vie.
au travail, en famille, entre amis. Les affects se sont mis au premier rang. La situation est dédramatisée. Les discours semblent sortir tout droit du meilleur des mondes Huxley. Une vision binaire et superficielle où tout est acceptable, pourvu que la vie et ses plaisirs passagers puissent continuer. La violence psychologique sur les personnes et ses conséquences sont subies en nombre, mais pourtant dans l'indifférence générale. Dans le même temps, nous sommes témoins d'autre chose. Nous savons au plus profond de nous-mêmes que viscéralement nous ne retirions aucune satisfaction à suivre ce modèle de vie sans substance, à l'accepter, nous y conformer. Plus que cela, nous y perdrions notre dignité, une part indéfectible de nous-mêmes. La véritable satisfaction est celle de résister de toutes nos forces à ce monde que nous ne voulons pas, d'être alignés avec nous-mêmes et nos convictions, d'être présents dans la joie aux côtés de ceux qui considèrent qu'il y a des principes, des valeurs qui prévalent tout. Ah, je suis au max au son, je suis Nous désolé. regardons incrédules ceux qui nous entourent, sommes témoins avec compassion de leur déshérence, à vouloir retrouver le monde d'avant, quelles qu'en soient les conditions. Pour rien au monde nous ne voudrions être ailleurs, faire autre chose. Nous sommes fiers d'être et de résister chacun à notre façon, par le simple principe de ne pas céder, par des échanges bienveillants avec notre entourage, par le soutien de médias alternatifs, par diverses manifestations dans l'espace public, par des actions d'information sensibilisation aux abords des institutions, par les grèves dans nos entreprises, les recours juridiques, parce que nous avons des droits. Nous le devons à nous-mêmes, aux enfants, aux générations à venir. Nous le devons au nom de l'histoire, à notre pays et aux pays voisins qui luttent eux aussi. Nous le devons à l'humanité que nous avons connue. Nous le devons à l'humanité qui pourrait être demain. L'histoire ne s'est pas écrite par les résignés, mais par ceux qui se sont investis sans relâche dans des causes qui paraissaient perdues. Nous nous sentons isolés, mais nous sommes nombreux et portés avec force par des valeurs, une quête de sens et de liberté. Le champ des possibles est infini, tout est à construire. Chacun est libre d'y ajouter sa pierre dès à présent par des actes de résistance, mais aussi de construction d'un autre monde, celui que nous voulons dès aujourd'hui et qui sera demain. Voilà, alors j'espère que vous avez bien entendu quand même. On m'a dit monte le son, j'ai monté au maximum de ce que je pouvais monter de mon côté. Voilà, j'espère que vous avez quand même entendu. J'espère que ce petit partage vous a plu. En tout cas, il y a des choses qui sont dites qui sont très intéressantes. Tout d'abord, l'histoire n'a pas été écrite par les résignés, mais par ceux qui se sont investis sans relâche dans des causes qui paraissaient perdues. Ça, c'est clairement l'histoire. Quoi d'autre? C'est à la fin. Tout est à construire, chacun est libre d'y ajouter sa pierre dès à présent par des actes de résistance. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je veux vous permettre, les 5 dernières minutes de chacun de mes lives, que s'il y en a qui font du travail, qui font quelque chose, et qui aimeraient que ça soit plus facilement partageable, ou qui gagner un petit peu en audience, en fait, pour toucher plus de monde, et bien qu'ils puissent bénéficier de mon endroit ici, pour pouvoir essayer de gagner un petit peu en vue, tout simplement, pour qu'il y ait un impact plus important. Donc, écoutez, je suis content de vous avoir partagé ça, et puis j'espère que pour les prochaines fois, j'aurai aussi des partages à vous montrer. Pour la prochaine fois, parce que là, j'ai un peu mal fait, j'avais pas le lien. En tout cas, je pourrais vous envoyer, lors du prochain live, je pourrais vous envoyer le lien, puisque cette personne écrit sur différentes plateformes, donc je pourrais vous envoyer le lien pour que si ces textes vous intéressent et que vous avez envie de les lire une fois de temps en temps, si vous voulez suivre, je pourrais vous envoyer le lien. Voilà. En tout cas, juste pour vous dire que nous, on fait tout ça pour la cause, c'est-à-dire que moi, je ne gagne rien à part les dons des abonnés. Cette personne-là aussi, elle fait ce travail-là et elle ne gagne rien, donc c'est juste du partage sans aucun intérêt. Nous, on est absent de conflit d'intérêt. Voilà, eh bien écoutez, je pense que j'ai terminé 1h54, j'ai pas réussi à faire plus court. Je vous remercie d'avoir été présent ce soir, beaucoup de personnes, ça m'a fait plaisir, merci de partager si le live vous a plu. Et puis, je me ferai un grand plaisir de vous retrouver mercredi prochain pour un nouveau live. Et puis, je vous remercie encore une fois pour les dons, les chercheurs d'or pour leur présence et leur temps passé. Et puis, pour votre présence, votre soutien. Je vous mets les petits commentaires sympas. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Et je vous dis donc à mercredi prochain. Merci Romain. J'ai eu du mal au début. Des fois, j'ai du mal un peu à m'exprimer. On fait du mieux qu'on peut.
On est dans l'authentique. Merci à tous en tout cas. Bonne soirée et puis à mercredi prochain. À bientôt. Tenez bon. Gardez le moral. Et puis gros soutien au personnel soignant. On va suivre de très près ce qui va se passer pour eux. En tout cas, on est de tout cœur avec eux. Et voilà, on tient. À bientôt. Merci beaucoup.